Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bienvenue au podcast Bris d'égalité. Beaucoup de tennis s'est joué depuis qu'on s'est vu au dernier épisode. Donc, contente de te retrouver, Séverine. Ben oui, Marie-Ève, encore une fois, on a le plaisir de parler tennis. Bon, donc, pour commencer, je voulais revenir sur quelques questions qu'on avait eues. Donc, je voulais y répondre tout de suite. La recette de mon cocktail, un et doux, ça a été très populaire en passant. Donc, on va le mettre à la fin cette fois-ci, c'est sûr. La recette, vous allez pouvoir aller la trouver sur nos réseaux sociaux. Par la suite, Séverine, qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Oui, ben on l'a dit dans le premier épisode, l'objectif pour nous, là, c'est vraiment de vous aider, d'aider la communauté, d'échanger ensemble et de parler de ce qui se passe au niveau du tennis international et même local. On va s'en aller vers ça, peut-être faire des visites aussi cette année. Mais il y a des gens qui nous posent des questions. Alors, moi, la question qui m'a été posée, Marie-Ève, c'est à quelle fréquence on va être capable de voir Bris d'égalité. Alors, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on est super dynamique, on met certains segments à toutes les semaines, mais l'idée pour l'instant, c'est de le faire une fois par mois. On va essayer d'attacher à ça des situations plus en direct. Bon, toi et moi, sur la technologie, on n'est pas pire, alors on va voir comment on va faire ça. Mais évidemment, l'objectif, là, c'est d'essayer de vous voir le plus possible. Alors, pour cette question-là, pour la personne qui nous a posé la question, ça devrait être au moins minimum une fois par mois. Oui, puis on aime ça, les questions, n'hésitez pas. Une autre question qu'on a eue, c'est les défis pour les femmes entraîneurs. On avait hâte de nous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a des défis? Oui. Puis même qu'on a décidé que ça va être un de nos sujets qu'on va aborder là, dans les mois à venir. Oui, et j'aime que la question commence, c'est est-ce qu'il y a des défis? Alors, je pense que poser la question, comme on dit souvent, c'est d'y répondre. Puis tu as raison, il y en a beaucoup qui est mieux de placer, toi et moi, de parler de justement de cette situation-là au niveau d'être une femme entraîneur. On le fait à tous les niveaux. Et puis, oui, on a décidé que ça allait être un segment en soi. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à discuter. Et ça, on va vous ramener ça prochainement dans les prochains épisodes. Très cool. Puis, après, je voulais y aller avec un peu parler des résultats. Il y a eu le US Open qui s'est terminé. Sabalenka, ça, on pensait qu'elle allait gagner. Elle a très, très bien joué. Moi, j'ai été surprise même de son calme tout au long du tournoi pour aller enfin gagner son premier US Open. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu as raison, son calme. Puis, normalement, Sabalenka, on le sait, hein, c'est une montagne russe. Et même des fois, lorsqu'on la fait ensemble à la télé, on se demande quelle Sabalenka va se présenter. Et tu as raison, là, tout le long des 2 semaines, elle était calme, elle était souriante avec son équipe. Puis je trouve qu'on sous-estime tellement le bonheur des athlètes, le bonheur des joueurs. Tu l'as mentionné à un moment donné, bon, je suis allée à Guadalajara pour un tournoi de la WTA 500. Et il y a vraiment de tout, hein. Tu le sais, tu as été sur le circuit et on aura le bonheur d'en parler à notre invité qui sera... Oui, Alexandra Wozniak qui va se joindre avec nous aujourd'hui. Je suis super contente de l'avoir. Beaucoup de souvenirs avec elle en Coupe Fed sur le circuit. Je pense que la première fois que je l'ai vue, je pense qu'elle avait 14-15 ans, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, et moi aussi, ça fait longtemps que j'ai connu sa sœur avant de connaître Alexandra, donc j'ai bien hâte de parler avec elle, mais être sur le circuit, honnêtement, c'est pas facile, c'est pas simple. J'ai eu le bonheur d'être dans le vestiaire, parler à différentes joueuses, dont une qui a eu un chihuahua, qui était très contente, et puis une autre joueuse qui avait une saison difficile, qui était seule, une Australienne. Je suis allée discuter avec elle, peu en confiance. Et, ben bon, je ne vais pas dire que c'est après ma conversation qu'elle a bien fait, mais elle est allée jusqu'en finale de ce tournoi-là. En sortant des qualifs. Gadecki, il va falloir la suivre, cette jeune joueuse, mais c'est pas facile. C'est pas si simple que ça. Il y a plein d'histoires, puis j'ai bien hâte d'entendre toi et Alexandra sur des histoires qui se sont passées en tournoi, hein, parce qu'on pense que c'est le luxe, que tout va bien. Ben non, mesdames et messieurs, c'est pas ça la réalité.
Pour certains, en tout cas. Oui, exact. Pas toujours facile. Il y a eu la Coupe Davis aussi, le Canada qui s'est qualifié pour le tableau final qui va avoir lieu à Malaga en novembre. Le Canada va affronter l'Allemagne, c'est ça? Puis après, si jamais il gagne, ça va être entre l'Espagne et les Pays-Bas. Félix, qui continue de super bien jouer en équipe, avec Chapovalov aussi, ils ont bien performé, notamment. Oui, puis je suis surprise d'avoir eu les deux joueurs qui se présentent pour on va l'appeler la qualification, hein, parce qu'on le sait, quand on arrive au mois de novembre, c'est vraiment les 8 pays qui sont là, mais ça démontre à quel point, je pense, les deux joueurs avaient besoin de se retrouver, tu le mentionnes, en équipe. C'est plus difficile sur le plan individuel, autant pour Chapovalov que pour Félix. Il a perdu, je pense, son premier tour oui, face à Nishioka, 7-6 au troisième, 2 balles de match. Donc, c'est dur. Des séquences comme ça, là, je lui souhaite tellement de s'en ressortir encore plus fort. Puis même si les moments, les victoires tardent à venir, je sais qu'il travaille fort. Puis c'est ça. Je pense que tous les joueurs et joueuses sont déjà passés par des séquences difficiles. Puis c'est pas facile de trouver le petit quelque chose pour faire la différence puis bien rebondir. Non, puis je pense que le fait de jouer en équipe comme ça, puis c'est des amis à la base, puis c'est très, très drôle de voir Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, de voir Denis et Félix. Je veux dire, c'est pas la même génération, mais presque. Mais oui. C'est des amis. Ils ont grandi ensemble dans le tennis, puis de les voir, je pense que cette énergie-là d'équipe, d'amis, de best buddies, là, j'ai comme l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Ah, c'est clair, c'est clair. Il y a eu la Coupe Laver que j'ai eu la chance de commenter sur TVA Sport, événement que j'adore. Franchement, au début, j'étais peut-être un petit peu plus... j'avais mes doutes par rapport à une exhibition, puis ça fait 7 ans maintenant que la Coupe Laver a lieu, un événement créé par Roger Federer qui fait fureur parce que c'est bon, l'équipe monde contre l'Europe, parce qu'on sait qu'à peu près tous les champions dernièrement de Grand Chelem viennent de l'Europe, donc l'équipe est souvent pas mal mieux classée. Il était 5 dans le top 10 mondial. Alcaraz menait l'équipe de l'Europe. Ils ont gagné, mais ils sont revenus vraiment de loin. La dernière journée, ça a été des longues journées de tennis. Mais comme à chaque année, les meilleurs moments de la Coupe Laver, c'est d'entendre les joueurs parler au changement de côté, de se coacher entre eux. On a notamment vu Dimitrov coacher beaucoup, Tiafoe, Fritz de l'autre côté. Être n'importe quel joueur sur le circuit, moi, en ce moment, là, j'aurais écouté parce qu'ils donnaient des trucs, comment battre chacun des joueurs. Ils sont tous du top 20, des joueurs qui sont super dangereux, de les voir avoir du fun aussi. Mais j'en parlais avec mon Pascal, mon mari, dit c'est fou comment le monde du tennis, on est comme un peu maniaque là, dans la tactique, dans l'analyse. On est tout le temps en train de trouver des solutions, puis de se rendre compte que les top sont comme ça aussi, ils sont avides d'apprendre et de s'améliorer. Ça a été un des points. L'autre point que je voulais parler, c'est comment tout le monde dit que Alcaraz, même Zverev, qui est 2e au monde, dit non, mais le meilleur au monde, c'est Alcaraz. Quand il est en forme, c'est incroyable le niveau qu'il joue. Puis ils l'ont laissé jouer la dernière journée. Alcaraz va gagner le double avec Ruud en simple, le dernier match aussi face à Fritz. Franchement, ce qu'il est capable de faire sur le terrain, c'est comme il est sur une autre planète. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est même Zverev. Zverev qui dit en entrevue, il dit, écoutez, on est parti d'être des adversaires à des amis. Il dit, c'était vraiment un feeling quand même particulier. Puis ça se sentait. Et ça se sentait que les joueurs, lorsqu'ils essayaient de s'aider mutuellement, on a vu à un moment donné, justement, tu le disais, là, Alcaraz arrivé, on voyait de l'autre côté Fritz avec Tiafoe qui s'aidait, Tiafoe qui était debout presque dans le terrain. Et je trouvais ça bien. Puis tu as raison. Puis Alcaraz, moi, j'étais contente de voir Alcaraz. Ça va faire bizarre ce que je vais dire, là, venant d'un entraîneur. Ouais, de voir sans son entraîneur. Moi, j'étais contente que là, Alcaraz a vraiment un lien assez extraordinaire avec son coach. C'est vrai. Très en symbiose. Juan Carlos Ferrero. Oui, exactement. Et ils se parlent beaucoup, ils se regardent. Il y a beaucoup d'interactions, des interactions positives. Et là, j'avais hâte de voir Alcaraz de prendre ses solutions par lui-même. Et ça, je trouve que ça, il y a eu, on dirait, un laisser-aller que moi, j'avais vu aux Olympiques à Paris, et il a pris un leadership. Hein, je pense qu'il disait que, même Zverev disait, bien, c'est lui qui a pris les décisions sur la dernière journée, que c'est moi qui allais jouer.
Et ça, Vidal Alcaraz, jeune, quand même, bravo. Oui, c'est vrai. Écoute, jeune, 21 ans, encore Alcaraz, je pense qu'on va le voir longtemps. Non, donc ça a été... il y a eu des changements aussi. Séverine, il y a surtout du côté féminin, plusieurs joueuses qui ont dit que c'était fini pour la saison 2024. On pense notamment à Svitolina, Ons Jabeur, Rybakina. Il se passe beaucoup de choses du côté de Rybakina qui a laissé son entraîneur aussi, Stéphane Voukov. Donc, on s'inquiète un petit peu plus pour Rybakina. Et Caroline Garcia, qui a fait le choix aussi de mettre fin à sa saison. Il faut le dire, c'est un moment particulier après l'US Open. Il n'y a plus de tournoi du Grand Chelem qui se joue. Si tu ne fais pas partie des joueuses qui vont jouer au championnat de fin d'année, la séquence est longue en Asie. Je pense que plusieurs joueuses en parlaient au Mexique quand tu étais sur le tournoi. Pas nécessairement facile non plus pour toutes les joueuses d'aller trouver les visas. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait avoir, mais comment c'est compliqué des fois de se rendre sur des tournois. Puis c'est loin, plusieurs blessures. La saison, c'est dur. Faut se dire. La saison est longue et puis tu as raison. Je veux dire, même à Guadalajara, lorsque j'étais là-bas, il y a des joueuses qui attendaient encore leur visa, qui n'étaient même pas certaines de s'en aller du côté de l'Asie, qui est quand même une grosse tournée qui est 3 semaines. C'est énorme. Et Garcia, ben, c'est plus compliqué. Hein. On l'a vu, ça a été difficile, sa fin de tournoi là-bas au Mexique. Elle a plus d'entraîneurs. Donc, des fois, ben, de pousser, c'est comme comparé à la dernière descente de ski. Hein? On se dit, c'est la dernière fois, puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On se blesse la plupart du temps. Je pense qu'il y a des décisions qui ont été faites. Svitolina, dans son cas, je pense, opération à la cheville. Elle n'avait pas le choix. C'est pas une décision qui était personnelle. Mais tu as raison, Marie-Ève. La saison, elle est longue, puis à l'occasion, le 2-3 semaines de plus qu'on se donne, il est tellement important. Autant faire un reset là, sur le plan physique et mental, là, c'est une bonne décision. Oui, des fois, je pense que c'est même essayer d'aller chercher un petit avantage pour repartir la saison suivante en meilleure forme, reposer mentalement, physiquement, puis aller peut-être soigner quelques bobos. L'autre sujet qu'on voulait parler, que tu m'as proposé comme sujet, parce qu'on en a parlé, en tout cas... On sait que dans les médias aux États-Unis, beaucoup des entraîneurs qui sont sur le circuit font également de la télévision. Oui. Je pense notamment à Ronnie Stubbs, Brad Gilbert, Darren Cahill. Et il y en a qui trouvent que, comme toi, parce que moi je suis pas d'accord, que ça devrait pas être. Pas que ça devrait pas être. Alors moi, je suis devant la télé, j'écoute le US Open, je vois Coco Gauff, je vois l'interaction aussi dans les estrades avec Brad Gilbert. Brad Gilbert, je pense qu'il n'a même pas le temps de respirer, s'en va au desk, Ronnie Stubbs est là, et là, je me dis, aïe, malaise. Parce que il faut qu'il parle, du tennis, de ce qui se passe au US Open, et là, il faut qu'il parle de sa joueuse. Oui, ça j'avoue, c'est la seule fois, non, qu'ils ont fait parler de sa joueuse tout de suite après. Oui, mais en même temps, c'est quand même la réalité. Même chose avec Darren Cahill, que j'adore écouter ce gars-là dans sa philosophie, son sens du tennis. Il y a une situation avec Sinner, pouf, là, il est là, puis il parle. Moi, ce que je dis, c'est que ces entraîneurs-là, il y a une plus-value. Il y a une plus-value pour n'importe qui. Ils ont une connaissance du sport, du milieu. Ils sont là sur place. De les avoir, c'est hyper important. Par contre, de savoir qu'ils sont dans les vestiaires, ils ont des adversaires aussi, ils sont avec leurs joueurs. Même à la limite, sur le terrain, on a vu Kyrgios faire des entrevues. Tout le monde était super content parce qu'il amène une couleur, mais il est encore joueur. Alors, je pense que oui, c'est important, mais quand tu es déjà dans le milieu impliqué puis que tu as ta profession aussi, à mon avis, ça devrait pas être. Et au moins, si ton joueur est impliqué, si tu parles de Coco Gauff, amène pas Brad Gilbert. Ben non, mais elle a le choix, là, Coco Gauff, de ne pas avoir Brad Gilbert comme entraîneur, ce qu'elle a décidé après l'US Open. Exactement. Mais elle a le droit de mettre ses limites, elle a le droit de dire, OK, si tu es mon entraîneur, je veux pas que tu fasses de la télé. Puis ça finit là, c'est tout. Pour moi, quand elle a engagé Brad Gilbert, elle le savait, là, qu'il allait être à la télé, qu'il n'allait pas être arrêté. C'est clair que c'était dans le contrat au début. Ça veut dire que ça ne la dérange pas. Non, peut-être pas elle, mais au niveau spectateur, des gens qui suivent le tennis, moi, sincèrement, de l'autre côté de l'écran, j'ai eu un malaise. Peut-être un malaise, mais tout le monde est intéressé, je pense, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Oui, sûrement. Mais je pense qu'il y a un juste milieu qu'il faudrait avoir et j'espère qu'ils vont se questionner là-dessus, mais
Écoute. Moi, je trouve ça le fun. Au contraire, là, tu parlais de Kyrgios, il y a Chris Eubanks aussi qui est encore sur leur circuit. J'avoue, ça fait bizarre, mais ça fait tellement des meilleures entrevues parce qu'ils ils les connaissent bien, ils vont aller chercher plus d'informations. Juste tactiquement, ils sont capables d'aller chercher des petits détails où Bethany Mattek-Sands, je me souviens l'année passée, qui avait comme mis leur juste sur Pegula d'écouter. Pegula, arrêtez de dire qu'elle fait rien de spécial puis que c'est juste une joueuse régulière en fond de terrain. C'est une des joueuses qui frappe le plus fort sa balle. Quand je joue contre elle en double, c'est fou comme elle a une balle lourde. Tu sais, tout de suite, ça met une perspective intéressante puis plus juste, je trouve. Non, mais tu as raison. Là-dessus, comme j'ai dit, il y a de la plus-value dans tout ça. Je pense que c'est important de continuer d'avoir le coup d'œil et surtout l'expérience de ces coachs. Mais je pense qu'il va... À mon avis, moi, je trouve que, exemple, au US Open, ça a été complètement dans l'excès. On a eu Cahill qui parlait de Sinner, puis après qui parlait de son adversaire. Mais d'ailleurs, ça, pour moi, ça a été un petit peu poussé. D'ailleurs, là, c'est là-dessus que je veux te lancer sur le prochain point, parce qu'il y a quelques joueuses qui ont décidé de changer d'entraîneur. Oh là là, oui. Dont Coco Gauff, qui a renvoyé Brad Gilbert. En fait, les deux ils ont mis un message en même temps sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils arrêtaient de travailler ensemble. Est-ce que tu crois que c'est lié un peu aux commentaires de Rennie Stubbs? Parce qu'elle... Elle l'a pas ramassé, là, je sais pas comment dire ça, mais elle l'a vraiment remis à sa place dans l'entrevue parce que lui, il dit « Ah, c'était pas une très bonne journée, puis elle était pas en confiance. » Puis là, Stubbs, de lui répondre, elle dit « Non, écoute, je vais te dire les vraies choses. Sa technique, une technique qui fait défaut dans les moments importants, bien, elle va casser. C'est pour ça que son service, elle a fait, je pense, 17 doubles fautes. Son coup droit aussi, il y a des problèmes techniques. C'est pour ça qu'elle a fait autant d'erreurs. C'est les fondamentaux qui sont pas là. » Puis là, il était pris de court un petit peu, là. C'était malaise. Honnêtement, moi, j'ai adoré. Ouais, je pense que les deux. Moi, j'ai adoré Rennie Stubbs qui se retourne vers Brad Gilbert qui dit « Brad, je m'excuse, je sais que tu es là, mais je vais être très honnête dans mon commentaire. » Et il dit exactement ce que tu as mentionné. Moi, honnêtement, avant le match, puis je pense que je t'avais envoyé un petit texto d'ailleurs. C'est vrai, Avant confirme. le match, je disais, si elle perd ce match-là, l'association est terminée. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Mais là, ce qui va être, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il fait la télé ou pas? Peut-être, peut-être pas. On sait que beaucoup d'athlètes ont pris des décisions d'avoir des entraîneurs à temps plein qui ne veulent pas qu'ils se divisent justement à faire autre chose. On a vu d'ailleurs cette année Sinner qui a rajouté un entraîneur parce que Cahill, maintenant, il se sépare un peu la tâche avec ses deux entraîneurs. Et c'est très exigeant. On dit que c'est exigeant pour les athlètes, mais c'est exigeant pour les entraîneurs d'être là continuellement sur les tournois. Je pense que beaucoup décident, oui, d'avoir quelqu'un qui voyage plus à temps plein, d'avoir un entraîneur des fois à la maison qui met les bases ou les objectifs plus clairs, les drills à faire, les exercices sur le terrain. Mais parce que d'être sur le circuit 30 semaines par année, là, peut-être pour un entraîneur, c'est vraiment pas facile. Non, exactement. Alors, ce qui va être intéressant avec Coco Gauff, moi, pour avoir un choix d'entraîneur, qui va être le meilleur entraîneur pour elle, il va falloir définir un petit peu c'est quoi le rôle des parents aussi là-dedans. Le père est impliqué, le père est l'entraîneur officiel. On rajoute des gens. Est-ce que... Il y a J.C. Forel, le français, que je connais depuis des juniors, qui était avec elle depuis un bon... qui est revenu avec elle. Il était là quand elle était plus jeune. Donc, je pense qu'il faut juste définir les rôles avant de rentrer quelqu'un dans la suite pour Coco Gauff. Et là, on a vu Osaka avec Mouratoglou qui s'associe. Et je suis un peu surprise parce que Fizette a laissé Zheng pour revenir avec Osaka. Oui. Et là, c'est normal, non? La chaise musicale. Je pense que c'était aussi son confort. Il avait fait des belles choses, Fizette, avec elle. Et là, tout d'un coup, changement, et on s'en va vers Mouratoglou. Quand on parle de quelqu'un qui est impliqué au-delà de son rôle d'entraîneur, il y a bien lui. C'est vrai. Il fait le UTS, il est très impliqué avec ses académies. Il y a plusieurs joueurs encore sur le circuit. Alors, j'ai bien hâte de voir si cette association, premièrement, ça va être fructueuse pour elle et si ça va durer très longtemps. Oui, elle disait, Osaka, ce qui l'intriguait chez Mouratoglou, c'est qu'il a déjà entraîné Serena. Donc, elle, pour elle, c'était un des aspects qui l'intéressait. Marie-Ève, parce que là, on va se rendre, on va aller voir nos spécialistes bientôt, là. Oui. Puis, je sais que tu as fait exprès. Je connais Marie-Ève assez pour vous dire qu'elle a fait exprès. J'ai décidé, moi, Marie-Ève... Je suis pas assez subtile. Non.
Dernier épisode est arrivé avec son super drink, Honeydew. Vous avez tous aimé ça. On va vous envoyer la recette sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai décidé de faire un drink. Ben, mon drink. Il n'y a pas de nom. C'est vraiment un drink, je pense, Le que vous avez peut-être self-drink. fait le self-drink que vous avez fait à la maison. Donc, Marie-Ève, tu as un verre à ta droite. Ouais. J'ai un verre à ma gauche. Mais toute Et- une raison pourquoi je... Et le drink, le voici. Donc, glace avec de la tequila. Écoutez, je reviens du Mexique, j'ai pas le choix, là. Il fallait que je fasse un drink à la tequila. Et avec de la limonade, qui est peut-être une limonade qu'on va pas mentionner le nom de la limonade. Alors, Marie-Ève, je t'invite à goûter. Mhm. Je vais Merci. goûter moi aussi, puis voyons voir si ça passe le test. Parce Merci de l'effort. que ça me fait plaisir. J'ai Voyons déjà voir. goûté. Non, c'est parce que... Oh mon Dieu. Regarde. Alors, j'ai comme l'impression, Marie-Ève, que personne ne va nous demander la recette à nouveau. Ben, Pourtant, c'est simple, hein? Limonade, tequila, Chacun... de la lime. Je ne sais pas si on va revenir avec ce drink-là. Mais écoutez, essayez-le à la maison. Donnez-nous vos commentaires. Est-ce que vous aimez ça? Vous n'aimez pas ça? C'est un drink un peu d'été, un été qui se termine. On s'en va. qui On est dans s'allonge, l'automne ou qui s'allonge. Alors, mais si de votre côté, vous avez des drinks, vous voulez qu'on essaye, bien, dites-nous-le, hein? Au lieu de se lancer dans des Ouais, choses ça peut-être qui ne risque, sont pas peut pas agréables. faire pire que ça. Merci, Marie-Ève. Alors, 10 pour l'effort et 0 pour le goût en ce moment. Mais j'apprécie. Merci. Avec plaisir. Merci. Attends, je voulais dire les autres joueuses qui changent d'entraîneur. Il y a Hubert Urkash aussi. Ça, c'est une grosse surprise qui va avec l'ancienne joueuse Radwanska, polonaise, qui va l'entraîner. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme association. Ben oui, et surtout une femme entraîneur. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec notre ami Andy Murray et Mauresmo. Et on avait dit que Mauresmo était là strictement pour travailler sur son mental, comme vrai. si une entraîneur féminine n'a pas d'autre capacité que de travailler sur le mental des athlètes. Mais elle, Radwanska, elle a dit qu'elle voulait l'aider à aller gagner son premier titre du Grand Chelem. Donc, à suivre, hein, le grand polonais qui sert très bien. Pourquoi pas? C'est vrai, est-ce qu'on est rendu au moment de notre segment 360? On est rendu à notre segment 360. On va avoir Dean et Maher qui vont nous présenter des choses très intéressantes. Alors, on va leur parler et voir qu'est-ce qu'ils ont à nous présenter dans cet épisode-ci. Bonjour, Dean. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous? Bien, bien. On est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être ici. Donc, ton sujet, aujourd'hui, tu voulais nous parler, je pense, surtout des échauffements, les préventions de blessures, c'est ça? Oui, exactement, oui. Et Dean, contente de te voir aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Mexique. Oui, Hein? c'est vrai. On s'est vu en Mexique, oui, Ben pour oui, PTR, Dean, oui. qui a fait une présentation là-bas. C'est le fun de le voir. On s'est retrouvés là. On le savait avant de partir, mais c'était pas prévu. Alors, c'était super de voir Dean et de le voir encore continuer de partager sa passion, puis de le faire avec des entraîneurs où les deux côtés, moi aussi, j'ai fait une présentation là-bas où on avait un traducteur. On a sorti quand même un peu notre espagnol, mais c'était Avec bien. ton nom, j'espère. Oui, c'est ça, exactement. Oui, alors Dean, on a bien hâte. On sait que même de ton côté, hein, tu as commencé la saison dans ton club avec des athlètes de sport-études et tout. Mais Marie-Ève et moi, on se posait toujours la question. On le fait, oui, en tant qu'athlète. Marie-Ève le fait un petit peu plus. Quand les jeunes arrivent, c'est l'autobus, le sport-études, ils vont à la maison, tout ça. Il y a une récupération à faire. Il y a des choses à faire aussi. Et tu le dis souvent, au niveau mobilité, au niveau même des épaules et tout, c'est dur. On dirait que les jeunes ne savent pas quoi faire non plus. Donc, tu as des choses à nous présenter aujourd'hui. Oui, tu as vraiment raison. Premièrement, qu'est-ce que je trouve, comme vous avez dit, les jeunes routes, ils arrivent par auto ou ils arrivent par bus, sont assis. Puis le réchauffement en termes de mobilité, activation, c'est vraiment important. À la fin de la journée ou la fin de la session pour les jeunes après de pratique qui est fini, c'est dommage parce que plusieurs, ils partent tout de suite. Les parents, ils arrivent, ils les prennent, ils s'en vont à la maison. Je comprends, il y a beaucoup de trafic. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut qu'ils mangent, ils ont des études. Mais pour éviter des blessures,
pour même améliorer, comme on a dit, notre mobilité puis notre stabilité, ça prend pas beaucoup de temps. C'est ça que je veux parler avec le monde, c'est que 10 à 15 minutes avec des exercices spécifiques, comme on voit ici, que je suis en train de faire sur la vidéo. Ici, je suis en train de travailler mes hanches, d'avoir une meilleure mobilité. C'est sûr, si on manque la mobilité dans les hanches, ça se peut qu'on va avoir des problèmes peut-être avec nos genoux, parce que ça arrive toujours à un joint en bas ou en haut, ou avec le bas du dos. Ici, je suis en train de faire 3 exercices vraiment que j'ai mis dans un groupe, vraiment facile à faire. C'était vraiment pour les hanches, le hip flexor, puis aussi pour la mobilité de la cheville. Puis ces 3 exercices-là, écoute, qu'est-ce que j'ai fait, c'est vraiment le montant qu'on devrait faire, ça prend peut-être 2 minutes. Mais une chose qu'on devrait s'en rappeler, c'est que si on ajoute plus de mobilité, là, on a besoin plus de stabilité parce que les muscles, il faut qu'ils soient stables. C'est ici, je suis en train de travailler les ischio-jambiers puis les fessiers. C'est tellement un bon exercice, tellement un difficile exercice, surtout avec le ballon qu'on appelle un Swiss ball. Puis ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment toujours d'avoir une bonne technique. Ça commence toujours avec ça. Parce qu'une chose qui me rend vraiment triste, c'est que quand je vois les jeunes s'entraîner, puis ils n'ont pas une bonne éducation de comment faire les exercices. Ouais, ça peut être dangereux, tu peux te blesser à la place de prévenir des blessures, non? Oui, mais c'est justement ça. Écoute, c'est une chose de le faire, mais si on ne le fait pas bien, oui, il y a toujours cette possibilité de se blesser parce qu'on sait, la recherche montre que 70% de les blessures qui arrivent dans les jeunes de 16 ans et moins, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les exercices bien ou ils n'ont pas un bon encadrement de les coachs. Et Dean, c'est ça qu'on... Yeah. Oui, tu as raison. Puis je voulais, excuse-moi de t'avoir coupé, mais je voulais rajouter là-dessus, j'aimerais t'entendre parce que à faire le tour des clubs, puis à me promener, puis à voir différents jeunes, souvent, ils font des exercices. Ils les font. Et puis, ils font les bons exercices, mais on dirait qu'ils les font sans intention. Ils prennent l'élastique, tes vois s'étirer comme ça, ils regardent dans les airs. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, est-ce que tu trouves que ça, oui, il y a la technique, mais il y a l'importance de faire ça avec une intention précise, puis de le faire correctement? Oui, Séverine, écoute, tu as tellement raison. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes, surtout au sport-études, je dis, écoute, le focus que tu as sur le terrain en train de frapper un coup droit ou ton service, tu devras avoir la même intensité, le même focus avec les exercices que tu es en train de faire pour la récupération ou pour la prévention des blessures. C'est sûr. Mais pour moi, dans mon opinion, moi, quand je garde un de les joueurs de notre club en train de faire les exercices, s'ils ne sont pas en train de le faire correctement, moi c'est ma faute pour moi. Parce que je n'ai pas pris assez de temps de leur montrer vraiment comment de le faire bien et leur d'expliquer avec un passion, que c'est vraiment important de le faire puis de le faire correctement, que ça va leur aider d'avoir les épaules peut-être qui sont plus fortes, comme cet exercice, les abdos sont plus forts, qui viennent vraiment passionnés de le faire correctement. Oui, tu fais pas juste « OK, cocher, je l'ai fait Ouais. ». Non, c'est pas ça l'intention. C'est l'objectif de devenir meilleur dans ce qu'on fait, donc de bien le faire. Oui, puis j'aime ce que tu dis, c'est de transférer le même focus qu'on a sur le terrain à travailler notre coup droit, de l'avoir dans ces exercices-là. Et Dean, tu dirais, en termes de fréquence, on parlait là, de faire peut-être 2 minutes chaque exercice. Moi, j'aurais 2 questions. Un, la fréquence, est-ce qu'on fait ça à tous les jours? Est-ce qu'on fait ça aux 2 jours? Puis ma deuxième question, ça serait, est-ce qu'on part d'un segment vers l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'on part du bas vers le haut, du haut vers le bas, ou il n'y a pas d'importance? On va commencer avec la deuxième question. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'importance si tu commences le bas puis tu vas vers le haut. Nous, on a toujours une ordre qu'on les fait.
OK. dépendant de la journée. Disons, ça va être une journée d'épaule puis de corps. On essaie de changer les exercices assez de fois parce qu'on veut pas que on veut pas que ça devienne plate pour les jeunes. Parce que déjà, ils n'aiment pas ça vraiment de le faire. Puis, écoute, Marie-Ève, déjà je suis fait sûr que tu en ça. as fait beaucoup d'exercices pour les épaules. Puis, à un moment donné, là, hey, c'est pas le fun. C'est la vérité. Let's be real. La fréquence, pour moi, la mobilité devrait être faite au moins 5 à 6 fois par semaine. Puis les exercices, disons, pour le renforcement, pour l'épaule ou le corps, on peut faire ça presque à chaque 2 jours. Puis moi, j'ai une question pour toi, Dean. Yes. Tu viens de me faire penser parce que tu parles beaucoup des jeunes, mais les moins jeunes, ceux qui sont à la semi-retraite, puis qui ont encore moins de temps à passer à l'échauffement comme si... ou à la Marie-Ève, est-ce récupération. que tu parles de nous deux? On C'est est en toujours- semi-retraite? ou- Est-ce que c'est toujours des bons exercices? Non, parce que je dis, parce que les jeunes, souvent, tu sais, sont un petit peu plus professionnels. En tout cas, je l'étais dans le temps. Maintenant, là, c'est incroyable. Je pense que je suis capable d'arriver puis de jouer comme dans le temps, sans m'échauffer, sans rien faire, mais je paye le prix le lendemain. Est-ce que ouais. c'est tous des exercices que tu recommandes encore, même aux plus âgés? Là? Moi, je dirais que c'est encore plus important. Je dirais que c'est vraiment plus important. Pourquoi? Parce que plusieurs de le monde sont assis pendant la journée à leur bureau quand ils sont en train de travailler. Puis on le sait, là, on le sait que être assis, c'est le plus mauvaise chose qu'on peut faire pour notre corps. Ça veut dire que nos hanches, nos ischio-jambiers deviennent serrés, puis ça devient encore vraiment plus tight. Puis, comme tu as dit, tu sais, je vois ça au club, tu sais, avec le Interclub, les femmes ou les hommes rentrent, ils font vraiment rien. Mais on voit beaucoup de tape alentour de la cheville ou le genou, le poignet. Tu sais, il y a on voit beaucoup de blessures, mais ils ne font pas assez pour s'aider d'éviter ces blessures non plus. Puis une des choses que je dis souvent quand je fais mes présentations, surtout vers les adultes, c'est que le monde veut jouer au tennis pour être en shape. Mais faut que tu sois en shape pour jouer au tennis. Puis là, on voit ça surtout avec le pickleball. Le pickleball, il y a plus de blessures au C'est pickleball vrai. qu'au tennis ces jours-ci parce que le monde il a arrêté de jouer au tennis parce que tu es obligé de bouger bien plus. Le terrain il est vraiment plus grand. Puis là, il va jouer au pickleball, mais quand ton corps n'est pas habitué de bouger vite ou D'être penché étirer tout le le plus temps, qu'il est hein? capable, wow! Oui. Et peut-être dernière question là-dessus, Dean, puis j'espère que les gens prennent des notes, puis qu'ils écoutent, puis qu'ils ont regardé les vidéos. C'est sûr que ça va repasser sur nos réseaux sociaux. Alors, suivez-nous, hein, on remet beaucoup les segments. Ma question, c'est, dans ces exercices-là, est-ce que tu suggères de le faire avant d'embarquer sur le terrain ou après? Oui. Alors, quand est-ce que, quand est-ce que tu suggères de le Non, faire? oui. Tout le temps. Premièrement, pour les exercices de mobilité, je dirais, oui, c'est sûr, on devrait les faire avant puis après. OK, parfait. Oui, pour les exercices d'élastique, tu sais, Marie-Ève, tu sais, avant que tu commençais, c'est fait vite pour une activation. Ouais. Mais si on veut avoir plus de renforcement, là, on les fait plus tranquillement pour avoir plus de force. OK. Ouais, puis l'épaule, hein, c'est la blessure la Wow. plus sévère, la plus... Ouais. On le voit hein, chez les jeunes, là, tout de suite, même dans la posture, là, l'épaule qui a tendance à aller vers Ouais. l'avant. Donc, c'est Ouais. tout le temps, on est souvent en train de travailler pour la remettre à sa place. Hein? Oui. Mais une chose, faut qu'on y pense, c'est que, tu sais, notre monde est toujours devant nous. Tu sais, les jeunes sur leur téléphone, ils jouent des jeux. Nous, assis, quand on est en train de manger ou même conduire, nos épaules vont par l'en avant. Tu sais, tout est par l'en avant. C'est tellement important de travailler l'en arrière de l'épaule pour avoir la force et la mobilité pour avoir une bonne posture. Cool. Alors moi, ce que je retiens de notre rencontre aujourd'hui, Dean, c'est jeune ou moins jeune, il faut qu'on travaille absolument sur notre flexibilité, d'essayer de le faire le plus possible pour renforcer tout ça et peut-être de le faire aussi avec intention parce que des fois, on pense que de faire un 15 minutes, on a, comme tu disais tantôt, check the box, puis c'est fini. Et de le faire correctement. Puis de correctement, Ouais. bien, on est chanceuse de t'avoir pour que tu puisses justement
travailler sur cette partie-là qui est beaucoup plus technique de comment faire les bonnes choses. Alors, Dean, écoute, c'est un plaisir. Merci encore. Et Merci on à a vous. beaucoup de choses encore à discuter ensemble, à outiller les gens qui nous écoutent pour être plus en forme pour jouer, que ce soit au tennis, au pickleball ou tout simplement de repartir parce que là, on s'en va vers les sports d'hiver et puis, ben justement, c'est la même chose. On ne se prépare pas physiquement, mais il y a un risque de blessure qui est beaucoup plus élevé. Oui, oui, c'est sûr. Puis une dernière chose, la prochaine fois que vous allez avoir un drink avec vous, j'aimerais au moins être capable de l'essayer avec vous en même temps. s'il vous plaît. Parfait. Ben écoute, Tu rates pas grand-chose aujourd'hui, mais la prochaine fois, je t'en envoie. Ouch! Alors, je te promets que la prochaine fois, Dean, on t'envoie une recette qui sera certainement pas la mienne avant, puis on se fera un petit cheers ensemble. Excellent. OK, parfait. Merci, Dean. Merci beaucoup. Merci, Dean. Ouais. Bye-bye. Toujours intéressant, des bons exercices. Hein. On le voit, nous, chez les jeunes, comment c'est important de bien s'échauffer. Mais je te dis, moi, c'est comme, je l'ai tellement fait souvent, Séverine, dans ma vie, que là, on dirait que j'ai tellement peu de temps là, avec 2 jeunes enfants que je me garoche sur un terrain de tennis quand j'ai le temps. Puis je me dis, c'est pas grave si je me blesse, j'ai pas des tournois à aller jouer, mais des fois, je regrette pendant des semaines. Là. Non, mais j'ai aimé ce que tu as dit. C'est tout ce qu'on parle, là, on parle beaucoup, on fait des références aux jeunes parce que c'est ce qui nous entoure, mais ça nous implique. Moi, je regardais juste le premier exercice, j'étais là, oh mon Dieu, je suis même pas là. Alors, oui, il va falloir que. La prochaine vidéo, c'est toi qui le fais, c'est ça? Oui, alors, la prochaine vidéo sur le quoi pas faire. Je vais pouvoir vous démontrer ça avec plaisir. Excellent. Donc, on a un autre invité, Séverine. Donc, je te laisse le présenter. Tu connais bien de Tennis Giant. Oui, Maher Diab qui est avec nous aujourd'hui. Puis, honnêtement, je vais dire que je suis très contente de le voir parce que c'est un homme qui travaille tellement. Et je suis contente qu'il travaille tellement parce que, bon, il aura la chance de nous parler de son projet de Tennis Giant qui est parti pendant la pandémie, des moments qui n'ont pas été faciles. Et là, ben là, on dit toujours, il faut faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. Alors, je suis certaine qu'il souhaitait que les choses fonctionnent bien, mais là, ça fonctionne très bien. Alors, Maher, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Merci pour la belle introduction. Ben oui, ben écoute, merci de prendre le temps d'être avec nous. On voit derrière toi, Tennis Giant, c'est des terrains de pickleball, un terrain de tennis que vous avez aussi, que les gens peuvent aller essayer. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin de peut-être commencer à avoir une conversation sur l'équipement. L'équipement, des souliers, des raquettes. Toi, tu en vois de toutes les couleurs. Moi, j'ai déjà eu des parents qui sont arrivés avec des raquettes et je leur demandais, mais pourquoi vous avez choisi la raquette? Ben, elle est belle. Puis je dis, OK, parfait. Même des joueuses professionnelles, je te confirme que s'il y avait une raquette rose qui sortait, elle devenait meilleure tout à coup. Là. Ben, tu vois. Donc, et en plus, là, on s'en va tranquillement vers la saison intérieure. Donc, on aimerait que tu nous outilles un peu, tu outilles les gens qui nous écoutent sur l'équipement et au niveau du tennis aujourd'hui. C'est parfait. Mais souvent, comme tu dis, c'est vrai, les gens arrivent et ils n'ont pas le bon équipement, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui commencent le sport. Parce que qui commencent le tennis, ils ne s'y connaissent pas encore trop. Ce qu'on voit souvent, c'est il faut comprendre qu'un sport différent, ça requiert un mouvement différent. Ce que ça veut dire, ça prend des chaussures différentes. Je vais parler principalement des chaussures. Si on a le temps, on peut parler aussi de raquettes. Ce qu'on va voir souvent, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, sur le terrain de tennis avec une chaussure de course. Donc, les chaussures de course, contrairement à des chaussures de tennis, en fait, sont très, très légères. Ce sont des chaussures très, très confortables. C'est principalement en tissu. Tout d'abord, si on joue avec une chaussure comme ça sur un terrain de tennis, enfin, on va la détruire en très peu de temps. Mais ce qui est plus important, c'est que pour courir, on va en avant. Donc, contrairement au tennis où 80% des mouvements, c'est des mouvements latéraux, cette chaussure n'offre pas de support latéral. Mm-hmm. Donc, on peut se retrouver avec une blessure à la cheville qui peut traîner pendant des mois et des mois. Cette chaussure de course, bien sûr, en font de très bonnes chaussures de tennis et il est très important de choisir la bonne chaussure pour l'activité qu'on choisit.
Ça va arriver jamais que quelqu'un qui veut faire de la course, qu'il va acheter une chaussure de tennis. Mais avec cette même logique, quelqu'un qui veut jouer au tennis ne devrait pas jouer avec une chaussure de course. Très bon exemple. Maintenant, une chaussure de tennis, j'ai pris ici un exemple de chaussure de tennis. On va voir que la chaussure est beaucoup plus renforcée à certains endroits où on peut l'abîmer parce que, comme vous savez, au tennis, souvent on traîne le pied, que ce soit durant une volée, au service. Donc, il faut que la chaussure puisse tenir le coup de l'abrasion, surtout sur une surface dure, c'est très, très difficile sur les chaussures. Donc, ça prend une certaine durabilité, mais aussi ça prend de la stabilité. Donc, une chaussure de tennis est beaucoup plus lourde qu'une chaussure de course, ce qui est normal parce qu'elle est très renforcée, elle a le support latéral. Et une petite nuance à mentionner, j'ai amené exactement la même paire, mais ici la différence, ce sont les semelles. C'est exactement la même chaussure, mais on va voir deux chaussures avec des semelles différentes. Pour Oui, des c'est surfaces différentes. C'est ça. Donc, les deux surfaces qu'on connaît le plus, il y a de la terre battue, il y a les surfaces dures. Donc, pour une surface comme une surface de terre battue, en fait, la seule différence, et j'ai fait par exprès d'amener exactement la même chaussure pour démontrer que la seule différence entre les deux chaussures, c'est la semelle seulement. La différence, c'est le relief. Donc, une chaussure de terre battue nous permet de glisser sur le terrain sans perdre pied. On peut freiner plus facilement. Cette chaussure-là, si quelqu'un dit, moi, je joue sur les deux surfaces, qu'est-ce que vous conseillez? C'est sûr, le meilleur conseil, c'est d'avoir deux paires de chaussures. Ouais. Quelqu'un qui va dire, oui, mais côté budget, ça coûte plus cher. En fait, ça ne coûte pas plus cher parce que vous allez payer plus d'argent dans le court terme, mais en bout de ligne, vous allez les garder plus longtemps. Oui, c'est Parce ça, que on cette use le chaussure de soulier. terre battue, si vous la prenez sur une surface dure, vous allez là aussi détruire complètement la semelle. Donc, idéalement, c'est d'avoir, si vous jouez sur les deux surfaces, de prendre une chaussure pour terre battue, une chaussure pour surface dure. Quelqu'un qui dit, je joue sur les deux, mais je veux absolument une seule paire, on prend la semelle tout-terrain, qui est plus conçue pour une surface dure. Ce qu'on voit aussi sur le circuit dernièrement, que j'ai remarqué que les joueurs ne faisaient pas ça dans mon temps. Des fois, ils jouent avec une chaussure de terre battue, mais sur dur. Tu sais, les joueuses et les joueurs qui aiment glisser sur le terrain de dur même, utilisent, je pense que Goff, notamment, c'en est une de celles-là, ils prennent la chaussure de terre battue sur dur. C'est très rare. Pour faciliter la glisse, dans le fond. Fait que j'imagine que ça peut se faire si tu veux finir ta chaussure de terre battue, tu peux transférer sur le dur en fin de vie pour ta chaussure. Puis elle n'a pas de problème de budget. Alors, j'ai comme l'impression que ça ne doit pas la déranger de finir son soulier après un match. Ah. Moi, Maher, je voudrais t'entendre aussi parce que les souliers, maintenant, de plus en plus, les compagnies vont faire des largeurs différentes, des wide, des plus larges, des plus étroits. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait. On pense qu'il y a une paire de souliers, on va l'essayer, il y a un bon fit ou pas, mais le même soulier peut exister. Est-ce que tu vois ce changement-là? Est-ce qu'effectivement, ça se fait dans pas mal toutes les compagnies? Merci d'avoir abordé ce point parce que de plus en plus, on vend des chaussures de différentes largeurs. Il y a plusieurs années, c'était principalement New Balance qui pour la plupart de leurs modèles de chaussures, il y avait 3 largeurs. Donc, il y a la largeur standard, ensuite il y a large et il y a très large. Maintenant, de plus en plus de compagnies ont des largeurs et on réalise que les chaussures larges vendent quand même beaucoup. Il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui demandent des chaussures plus larges. Et quelqu'un qui a le pied large, il ne serait jamais à l'aise avec une largeur standard. Donc, il faut comprendre que sur le marché, il y a de plus en plus d'options pour des chaussures larges de différentes marques. Oui, puis c'est important. Excuse-moi, c'est important parce que moi, par exemple, je joue avec du K-Swiss. Et j'avais essayé une autre paire de souliers et j'étais obligée de porter du 11 parce que, justement, le soulier était trop petit dans ma perception.
Et là, quand j'ai essayé mon soulier, tu te souviens, j'avais essayé le K-Swiss, j'ai dit, ah, je pense que je vais porter du 11, puis j'étais là, mon Dieu, mais il dit, je vais te faire essayer le soulier large, et je suis restée dans ma grandeur de 10, qui est ma grandeur de pied normal. Donc, il y a vraiment une différence. C'est pas juste pour le support devant, même, on dirait que ça affectait le choix dans mon soulier. Donc, pour les gens, là, allez essayer ça, les souliers, avant de juste acheter en ligne, là, pour être sûr que vous avez le confort qu'il faut. Oui, c'est ça, très important. Et en termes de budget pour une chaussure de tennis, on peut trouver des chaussures de tennis, de bonnes chaussures de tennis à partir de 100, 110 dollars. C'est sûr, pour quelqu'un qui commence, c'est parfait. Pourquoi je dis ça? Parce que le plus que notre niveau de jeu est plus avancé, le plus qu'on va traîner le pied, le plus que les mouvements sont, il y a plus on use plus les chaussures, et c'est là que ça prend une chaussure qui a plus de durabilité. Et ça peut monter jusqu'à 260 dollars. Si vous allez sur notre site tennisgiant.com, vous allez voir, il y a toujours plein de chaussures qui sont à rabais. Donc, si vous voulez respecter un certain budget, je vous recommande, si vous voulez une chaussure durable, de prendre une chaussure la plus haut de gamme, mais celle de la saison dernière qui serait à 30% de rabais ou quelque chose comme ça. Excellent. Ben écoute, Maher, j'aimerais quand même, là, on va se prendre 2-3 minutes, là, t'entendre sur les raquettes. En tant qu'entraîneur, il n'y a rien de, je sais pas, Marie-Ève, toi, là, mais des jeunes qui viennent me voir ou des parents, puis c'est comme, ah, là, mon jeune, il est prêt à jouer avec du 310 grammes. Là. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Et je leur dis toujours, mais est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que c'est la bonne raquette? Si tu as un conseil au niveau des raquettes, là, à nous parler, là, il y a des gens qui vont aller acheter de nouvelles raquettes, il y a des gens qui vont changer de raquette. Ça serait quel conseil? Et souvent, on parle de conseils, mais c'est les perceptions. On a des perceptions sur les cordages, sur les raquettes qui, peut-être dans le temps, ça fonctionnait le 20-30 ans, mais maintenant, avec l'équipement, avec la technologie, on est ailleurs. C'est sûr que... en effet, plusieurs personnes arrivent et des fois, on voit qu'ils ont acheté une raquette qui c'est vraiment pas le bon équipement. Ça dépend beaucoup du niveau de jeu, du physique de la personne. Voir des jeunes jouer avec des raquettes de 320 grammes parce que le joueur préféré joue avec cette raquette, c'est pas nécessairement bien conseillé. Utiliser les mauvais cordages. En général, la meilleure chose à faire, c'est d'être bien conseillé. Donc, d'aller voir un spécialiste qui va regarder la manière que vous jouez, qui va bien vous conseiller. Et ce n'est pas par hasard qu'on a construit un terrain de tennis ici, parce qu'on peut essayer les raquettes avant de les acheter, regarder comment vous jouez pour savoir comment vous conseiller. Il y a aussi des fois des idées qui sont vraiment pas bonnes. Quelqu'un qui arrive, ça arrive de moins en moins, mais ça arrivait plus il y a une dizaine d'années, quelqu'un qui arrive, qui dit « j'ai du tennis elbow, donc je veux que tu me vendes la raquette la plus légère ». C'est vrai. Contrairement à ce qu'on peut penser, la raquette qui est très légère, elle a un cadre beaucoup plus rigide, donc automatiquement elle a plus de vibrations et elle a beaucoup plus de poids dans la tête. Alors maintenant, le poids dans la tête, c'est une des raisons pourquoi on peut développer du tennis elbow. Et on leur conseille et on leur explique qu'une raquette plus légère, un peu plus lourde, sans passer à une raquette trop lourde, qui est très légère dans la tête, une raquette plus lourde mais bien balancée va vibrer moins et va être de loin meilleure pour leur coude. Ensuite, le choix du cordage, mettre un cordage, quelqu'un qui arrive qui dit « j'ai du tennis elbow » et il met un cordage très raide à 60 livres de tension, même si la personne n'a jamais eu de problème, pourrait développer un problème parce que des cordages très raides à haute tension, c'est très dur à l'impact. Donc, il y a la tension du cordage, il y a le choix du cordage qui varie beaucoup. Et à quelle fréquence tu conseilles de changer de cordage? Parce que souvent, les gens ils pensent que mon cordage, non, il est correct, j'ai pas cassé mon cordage, mais en fin de compte, de se rendre compte, je pense que c'est pas tout le monde qui se rend compte à quelle fréquence il faut faire changer le cordage. Très bon point, merci Marie-Ève d'avoir abordé ça. Le cordage, après 35 heures de frappe, maximum 40 heures, le cordage, il est fini. Donc, il faut dire aussi que si on corde une raquette, on la laisse dans notre placard pendant 6 mois, le cordage est fini, même si on n'a pas frappé une balle. Ou dans une foidure où il fait 40 degrés aussi, vrai. ça risque d'être un petit peu moins tendu. C'est ça, il y a tous ces facteurs. Des gens qui laissent leur raquette dans le coffre arrière lorsqu'il fait moins 30 ou plus 40,
c'est très mauvais, non seulement pour le cordage, mais la raquette est probablement, on a pris tout un coup. Donc, le cordage, il faut le changer très régulièrement. Et je parlais tout à l'heure de tennis elbow. On sait que lorsqu'un cordage devient un peu vieux, ça sèche un petit peu et les vibrations augmentent. Donc, en même temps, quelqu'un qui peut se faire du tort pour son coude en gardant son cordage très longtemps. Il est très important de changer son cordage très régulièrement. Donc, pour quelqu'un qui joue, pour donner un petit point de repère, disons quelqu'un qui joue 1 heure par semaine, il faut qu'il change son cordage au moins, minimum, 1 fois par an, minimum. Oui, t'es 2 généreux, heures là. par Ouais. semaine. Donc, juste pour donner, mais quelqu'un qui arrive, qui dit je joue 5 fois par semaine et ça fait 2 ans que j'ai mon cordage sur la raquette, il ne faut pas attendre à ce que le cordage casse. Non. Il y a de très bons ciseaux qui peuvent bien les couper, puis on peut mettre un nouveau cordage. Donc, Excellent conseil. Oui, écoute, c'est excellent. Puis merci parce que je pense il y a sûrement des gens qui se posent des questions à la maison, qui sont en changement de raquette, en changement de cordage, qui vont vouloir s'acheter des souliers prochainement. Et je pense que tu as donné vraiment des points très, très importants. Mais comme tu disais tout à l'heure, allez voir des spécialistes. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider, qui connaissent ça. Et c'est la meilleure façon. Ça vaut la peine. Ouais. Oui, puis comme disait Mère, des fois, ben, vous allez penser, en tout cas, acheter une raquette parfaite, elle n'est pas chère. Je l'ai achetée dans un magasin à 35 $, puis finalement, vous devez repayer à nouveau. Donc, vous croyez faire une économie, mais de ne pas avoir acheté le bon équipement, mais ça ne vous donne pas d'économie. Il faut racheter à nouveau. Donc, Mère, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. non, je pense que c'était principalement ça. Peut-être on peut une autre fois parler aussi les raquettes juniors. Ça, c'est aussi très important, le choix d'une raquette junior. On peut parler beaucoup plus de raquettes parce que les raquettes, les gens semblent connaître vraiment le poids de la raquette, mais il y a aussi la manière que la raquette est balancée, la rigidité du cadre. Il y a plein de facteurs qui déterminent le choix de la raquette, bien sûr, selon la personne et le niveau de jeu. Donc, il y a plein de détails à partager. L'important, c'est que la personne puisse être bien conseillée et avoir le bon produit pour pouvoir bien profiter et améliorer son jeu et éviter des blessures. Oui, ben écoute, merci beaucoup. Et oui, on va se revoir. On se revoit au prochain épisode. On va parler effectivement de raquettes. Marie-Ève et moi, on va absolument aussi avoir ce segment sur le tennis junior. Puis quand on dit junior, on dit petit. Ouais. Hein, parce qu'il y a le tennis progressif, avec les différentes balles, les différentes raquettes. Et on va pouvoir aborder ça avec toi la prochaine fois. Avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Le plaisir sera le mien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Mère. À bientôt. Bye bye. Ouais, je pense que c'est toujours des sujets intéressants parce que des fois, je pense qu'il y en a aussi qui n'osent pas poser des questions. Puis, fait qu'on répond, j'espère, à plusieurs questions que les gens peuvent avoir lorsqu'on veut jouer au tennis. Oui, puis je suis contente d'avoir eu Mère parce qu'il est vraiment allé chercher l'information sur la technicalité, que ce soit du soulier, que ce soit du cordage. On n'est pas rentré trop encore sur la spécificité des raquettes, mais c'est tellement important. Écoutez, le nombre de jeunes que je vois frapper avec certaines raquettes, oui, à cet âge-là, ils sont commandités, on a de l'équipement gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours le bon équipement. Et il l'a mentionné, puis il a raison, dépendamment de ton âge, ton aspect physique, ta grandeur, ton style de jeu, il y a des raquettes qui vont être mieux que d'autres, évidemment. J'ai oublié, je voulais lui demander pour les chaussures de gazon, parce que ça donnait souvent des histoires drôles, Séverine, parce que c'est super difficile de trouver des chaussures de tennis avec une semelle exprès pour jouer sur gazon. Donc, dès que la saison se terminait à Roland-Garros, de terre battue, les joueurs arrivaient en Angleterre, puis c'est là l'endroit où il y a le plus de chaussures qui se vendent. Moi, je me rappelle, j'ai déjà porté d'autres joueurs qui étaient commandités. Moi, j'ai des grands pieds, là, je porte du 10 ou du 11, de prendre des souliers d'un autre joueur qui était commandité, parce que moi, j'en avais pas. Là, fait que tu prenais des souliers de d'autres joueuses. Oui, plus grand, pas la bonne pointure, puis j'étais pas la seule, surtout dans les qualifs pour Wimbledon, c'était...
cherchais dans les magasins, pas loin, pour aller chercher une semelle de gazon. Puis je me demande si c'est plus facile maintenant à trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain de gazon. Moi, là, au Canada. Marie-Ève, ma semelle de gazon, c'est quand je passe à la tondeuse. OK. Alors, je prends mes souliers de tennis, c'est la même semelle. C'est plein de picots, parce que tu veux pas glisser, en fait, contrairement à sur terre battue, tu veux être à faire des bons freinages. Sur gazon, tu veux vraiment pas Je pense que glisser. maintenant, je veux dire, la technologie est là. On a de l'équipement pour du pickleball aussi, équipement de tennis. Donc, j'ai comme l'impression que le soulier de gazon ne fait pas exception, mais ça doit quand même pas être facile à trouver puis à acheter. Non. Bon, OK. Je pense qu'on est prêt, Séverine, pour notre invité pour Oh là là! aujourd'hui. Alexandra Wozniak, une belle photo du temps ici, les 3 Québécoises qui étaient sur le circuit. Merci d'être là, Alexandra. Allô les filles, ça va bien? Ça va très bien, Alex. Et oui, je regardais ces photos-là. Moi, c'est pas une photo que j'apprécie parce que ça me rajeunit pas du tout, du tout, du tout. Et, mais c'était, même pour vous, ça devait être des beaux souvenirs, Alexandra, quand on t'a demandé de nous envoyer des petites photos, là. Est-ce que tu te ramenais un peu dans le passé, dans ton temps d'athlète, quand tu t'as fait ces recherches-là? Ah oui, c'est des beaux souvenirs, comme tu dis, Séverine. Puis, tu sais, tellement qu'il y a eu des années que tu vas en chercher un peu partout, puis ça te rappelle où est-ce que la photo a été prise, c'était avec qui, puis tout ça. Puis ça, c'était au Challenge Bell, dans des événements, là, soirées pour les joueuses. Ça. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Puis c'était nous, les 3 seules Québécoises dans ce temps-là. Eh oui, merci Alexandra d'avoir partagé les photos avec nous. On a fait un beau petit montage, là, tu vas voir au cours de l'entrevue, on va pouvoir les voir. Alexandra Wozniak, pour ceux qui la connaissent un petit peu moins bien, t'es montée jusqu'au 21e rang mondial, Alexandra, à ton meilleur. T'as remporté le tournoi, le gros tournoi de Stanford, je me rappelle. Je pense même en battant une certaine Serena en chemin qui s'était retirée, mais c'était énorme comme victoire. Tu étais la première Québécoise à gagner un aussi gros tournoi. Tu l'es peut-être encore, à toi de me dire. Je sais que Eugénie, elle a gagné un tournoi de WTA, mais je pense pas que c'était aussi gros que le tournoi de Stanford. Tu as été aux Olympiques, quart de finale au tournoi de Montréal aussi, donc une super belle carrière. Est-ce que tu veux peut-être raconter un peu aux gens ce que tu fais maintenant? Ou pour nous dire, parce que tu as ton académie, c'est ça? Oui, fait que vraiment, je suis restée dans ma passion, le tennis. Maintenant, j'enseigne. J'ai ouvert une école de tennis à Bedford. C'est près de Vermont. C'est à peu près 15 minutes des États-Unis, des lignes. Pourquoi? Ben, Bedford, tout le monde me le demande. En fait, c'est à cause de mon conjoint. Mon conjoint, il vient de Bedford, il a grandi ici. Donc, il voulait que je m'en vienne à Bedford. Puis, pendant ma carrière, j'ai eu certaines personnes qui m'ont approché pour si j'étais intéressée d'ouvrir une école de tennis. Mais j'ai dit, la journée que je décide d'ouvrir une école de tennis, je veux être impliquée, je veux enseigner. Donc, pas pour le moment, vu que j'étais encore sur le circuit professionnel, mais j'ai ouvert l'école, ça fait plus de 4 ans maintenant, ici à Bedford, l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Puis j'adore ça enseigner. J'enseigne les tout petits de 3 ans jusqu'à les adolescents et aussi les adultes jusqu'à l'âge de 80 ans pour bouger, pour s'amuser, que ce soit aider à développer leur jeu. Puis aussi, j'ai un programme pour les enfants venant de milieux difficiles dans toute la région de Promiscuous, fait qu'on les aide à faire des activités, on amène des conférenciers pour leur parler sur leur parcours, sur l'importance des rêves, tout ça, fait qu'on a honnêtement, un peu de tout ici à l'école. Mais moi, Alex, écoute, moi j'ai différentes photos que vos photos là, que vous allez montrer tout à l'heure. Alors, tu parlais de passion. Je pense que c'est une passion de famille. Alors, pour partager un peu de mon côté, moi, Alexandra, mon premier contact avec Alexandra, elle avait 2 ans. J'étais en train de frapper avec sa sœur, je sais pas, Carrefour, je pense, multisport. Elle était sur le côté avec son papa, puis qui frappait, puis qui avait le petit jeu de jambes, puis déjà le regard de quelqu'un qui allait jouer au tennis. Et ce regard-là, cette passion-là, je te regarde aujourd'hui, Alex, ça n'a pas changé, c'est pas parti, c'est encore là. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui en tant que maman, en tant qu'entraîneur de tennis, que tu prends avec toi, que tu as pris lorsque tu étais joueuse?
autant avec ton père, que tu es un modèle, avec ta sœur, que j'adore, on ne se parle pas beaucoup, mais qui a eu un parcours et qui était honnêtement une athlète exceptionnelle à mon point de vue. Elle avait tout un niveau de jeu. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu prends de ça puis que tu ramènes aujourd'hui au sein de ton académie ou même comme maman avec ton petit garçon qui, comme l'impression qu'il va jouer au tennis lui aussi? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Ben, tu sais, avec la passion, je pense que moi, ce qui m'a aidé à persévérer puis aller loin, c'est sûr tout le monde doit, tu sais, avoir un rêve puis travailler fort pour y accomplir, mais moi, c'est vraiment la passion. Tout ce que je fais, peu importe le tennis ou être maman ou d'autres tâches familiales ou tout ça, je me donne à 100%. Puis le tennis m'a vraiment appris beaucoup de belles choses que j'applique maintenant dans ma vie tous les jours. Mais la passion va vraiment que tu vas aller loin dans la vie. Tu sais, tu vas le faire avec amour. Puis même quand dans les moments, des situations difficiles où tu as des défis, où tu n'es pas certaine de surmonter l'obstacle, tout ça, avec la passion pour l'amour, ce que tu fais, ça va t'aider à donner l'extra puis à passer à travers. Fait que moi, j'enseigne beaucoup aux enfants très jeunes aussi, de bien les encadrer, mais de bien s'amuser, puis vraiment à aimer ce qu'ils font, là, tu sais, puis pas juste jouer au tennis, par exemple, parce que quelqu'un t'a dit de jouer au tennis, mais trouve ta propre passion, puis donne-toi à fond, tu sais, donne ton 100%, puis tes efforts, puis amène une bonne attitude, là, tu sais. Moi, j'étais aussi quelqu'un de très gêné, introverti, timide, je parlais pas à beaucoup de personnes, puis c'est juste dans ma vingtaine que j'ai comme commencé à, tu sais, travailler plus sur soi pour comme sortir de ma bulle, tout ça. Fait qu'on fait aussi beaucoup de conférences pour essayer à guider les jeunes puis les aider aussi, là, tu sais, on est humain après tout, là, avant d'être athlète puis joueur de tennis. Fait que, mais avec la passion, moi, puis être 100%, ça m'a aidé à aller loin, c'est certain. Puis c'est avec passion que je le partage. Ah, tellement, ça s'entend dans ta voix, Alex. Nous, on se connaît depuis un petit bout de temps. Moi, je pense que la première fois que je t'avais vu jouer, c'est, et détrompe-moi, tu avais remporté le tournoi, le 10 000 de la Chine. Ça se peut-tu? Je pense que tu avais 14-15 ans. Oui, le premier titre ITF pro là, à 14 ans. Oui, à la Chine, j'avais Berco, Mélanie Marois, ben oui. Ouais. Oui. Puis après, tu t'étais Oui, joint mais à... moi, je me rappelle de toi, tu signais des autographes à Toronto, là. Tu sais, ça s'appelait pas la Coupe Rogers, un autre nom dans ce temps-là. Là. Ben, OK. c'était là la première fois que je t'avais remarqué dans ton beau kit de tennis. Ah, tout de suite, tu avais remarqué les kits, parce que je me souviens que tu as tout le temps aimé la mode. Quand tu jouais, tu disais que tu voulais aller dans la mode, même tu voulais designer tes vêtements. Ouais. Ah, je me rappelle. Parce que le plus de temps, tu disais que tu étais discrète et tout, c'est vrai, hein, quand on s'est connus sur le circuit, je pense que la première fois c'était en Fed Cup, puis c'est probablement les semaines où on s'est le plus parlé, qu'on a le plus interagi ensemble en équipe, les soupers, le soir, parce que le restant de l'année, tu étais un style de joueuse qui était comme très discipliné, tu te couchais tôt, tu voyageais, tu faisais pas la touriste nécessairement, tu faisais tes petites affaires un peu plus, non? T'es d'accord? Oui, puis tu sais, c'était comme, peut-être parce que j'avais, tu sais, comme, dans ce temps-là, tu sais, un peu mon background, je venais d'un milieu, tu sais, comme il faut que tu fasses les choses très proprement, très bien pour réussir, pour comme accomplir ce que tu veux faire. Puis aussi, tu sais, mes entraînements ils étaient très rigoureux avec mon père, tu sais, c'était un peu la mentalité avant, c'était populaire avant d'enseigner ce genre de tennis-là, tu sais, au niveau comme militaire, là, Ouais. soldat, puis tout. Fait que c'était vraiment, je venais de cette culture-là, ce background-là qui me faisait que non, non, il faut pas que je me couche 1 heure trop tard parce que là, tu sais, ça me jouait dans la tête. Non, non, là, je vais être fatiguée le lendemain. Puis là, il y avait la superstition, il y avait toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai dit non, non, il faut que je fasse ces choses comme il faut. Ouais, absolument, j'étais... Est-ce qu'il y a des moments que tu aurais aujourd'hui, là, est-ce que tu te remets dans des situations puis tu te dis... Ah, Colin, là, j'aurais peut-être pu pousser un peu, j'aurais peut-être pu faire ça différemment aujourd'hui, avec le recul. Est-ce que ça, tu l'aurais fait, tu aurais changé des choses?
Un peu, oui. Puis ça serait, admettons, tu sais, j'étais tellement disciplinée, puis il fallait, mais comme aussi, c'était, le tennis, c'était ma passion, mais aussi, je me donnais pas la chance d'un peu plus m'amuser, Mhm. tu sais, parce que Ouais. je pensais que ça va trop nuire à mes performances. Et puis là, quand je recule, je vois tout ça, j'aurais pu un peu plus être comme plus détendue, plus relax, puis tu sais, mais je savais pas, probablement parce que j'étais jeune, je savais pas comment gérer toutes ces choses-là. Fait que j'étais très isolée, très introvertie. Puis là, c'est comme je réfléchissais beaucoup. J'avais le poker face tout le temps, mais dans ma tête, tu sais, je me posais des questions, tout ça. Tu sais, c'est ça, l'adolescence, puis après aller dans les années, tu sais, en tant qu'adulte, tout. Mais t'apprends, mais avec du recul, tu sais. Oui, hein, c'est C'est vrai. certain. C'est drôle que tu parles de ça parce que je me sentais exactement pareil, moi aussi, là, chez les juniors, quand j'étais arrivée chez les pros en premier. Là, tu sais, je me rappelle Pascal, mon mari, la première fois qu'il est venu en tournoi, puis il avait commandé un verre de vin. Puis je dis non, non, je bois pas de vin, je suis en tournoi. Il dit, ben, voyons donc, il dit un verre de vin, ça va rien changer. J'ai comme, mais aucune chance. Je buvais peut-être une fois par 2 mois, là, mais c'est jamais. Puis finalement, une fois, j'avais pris un verre de vin, puis j'avais super bien joué le lendemain. Puis, regarde, là, peut-être que ça t'a relaxé justement parce que tu stresses trop avant tes performances. Mais tu sais, d'avoir un peu de perspective par rapport à tes choix. Mais c'est vrai, là, tu te sentais tout de suite coupable. Si je me couchais un peu plus tard, si je marchais un peu trop, je vais me fatiguer je vais mal jouer demain. Puis, il y a un peu de superstition là-dedans qui embarque. Mais c'est comme ça qu'on a été drillés là, depuis qu'on est toutes jeunes, non? Mais comme elle disait, c'est un peu la culture. Mais, pour vous connaître les deux, là, puis Alex qui dit qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, mais quand Alex, elle rit, puis elle a du fun, elle a du fun. Je suis Ah, mais désolée. Elle a du plaisir, elle est capable de... Quand tu trouves quelque chose de drôle, tu rigoles, tu y vas, toi, t'es pareil. Alors, est-ce que tu as un souvenir? Ou, tiens, je vais te dire, toi aussi, Marie-Ève, OK. avez-vous un souvenir d'une situation drôle qui est arrivée, soit en tournée, même en entraînement? Alex, je te vois sourire, là. Pour moi, il y a une petite histoire que tu es en train de te rappeler, qui était drôle, que vous voulez partager. Parce qu'il n'y a pas que des moments stricts où on se couche de bonne heure. Il y a des situations qui doivent arriver. Vous manquez l'avion, vous oubliez votre linge à l'hôtel, hein, Mariam? Ça arrive à l'occasion. Ouais. Alors, toi, as-tu une histoire comme ça à partager avec nous, Alex? Ah oui, absolument. J'en ai plusieurs, mais une que je voulais revenir, c'est en reculant un peu, j'aurais pu me laisser un peu plus aller sur le terrain puis sourire. Mais vu que c'était comme la culture d'être tout le temps discipliné, sérieux, tu peux pas sourire puis avoir du fun parce que sinon tu prends pas ça au sérieux. Mais ça aussi, là, avec du recul, je disais, je pouvais un peu plus me laisser aller puis sourire si je trouvais ça quelque chose de drôle, tu sais. Écoutez les jeunes, Absolument. écoutez les jeunes, c'est Ouais. tellement important. Puis on le voit Ouais, hein, ouais. chez les pros en ce moment. Là, c'est déjà tellement dur. Le tennis, honnêtement, c'est un sport qui rend fou. Quand tu as le moment de rire, là, prends-le. Oui, mais Alex, elle a raison. Là, c'est dommage de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même cette perception-là aussi. Ouais, ouais. Moi, je le sais, comme entraîneur, je me fais encore critiquer. Tu peux pas avoir du plaisir puis d'être dans un contexte de haut niveau ou d'entraînement. La perception, c'est que si tu souris, tu as du plaisir, c'est que tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, non? Oui, absolument. J'étais jugée pour ça. Ben, tu vois? Exact. Tu vois? Exact. Et voilà, ça me suit. Et par contre, je n'ai pas changé. Alors, reviens là, vers une petite histoire Oui. comique que tu as à nous raconter. Moi, je suis née à Montréal, j'ai grandi à Blainville, je suis d'origine polonaise. Mes parents et ma soeur ils ont émigré de la Pologne, de l'Europe, ici au Canada en 83. Je suis née en 87 à Montréal. Puis, il y a une autre joueuse, quand je jouais, même dans les juniors, que vous connaissez très bien, Caroline Wozniacki. Donc, c'est pas les... C'est Wozniacki puis Wozniak, c'est deux noms différents, mais c'est polonais. Fait que c'est Ouais. d'origine polonaise, elle aussi, mais elle est née, tu sais, elle est danoise et tout ça. Fait que ça a commencé très tôt dans les juniors où, tu sais, c'était drôle. On voulait en rire, moi puis elle. Elle, ça la vexait plus. Je me rappelle dans les juniors, c'est quand que, tu sais, l'arbitre disait avantage Wozniak, mais c'était avantage Wozniacki ou le contraire. Ou elle a appelé Wozniacki, elle a appelé le physio sur le terrain. Là, le physio venait me voir. Là, j'avais ri. Là, je trouvais ça drôle. Là, tu sais. Fait qu'un peu me détendre un peu. Puis aussi, tu sais, dans le temps, c'était très... les fax, là. Les grosses machines, tout ça, pour les prochains tournois, puis on s'inscrivait, puis on C'est faisait nos vrai. réservations
d'hôtel et tout ça. C'est moi qui me faisais, tu sais, qui m'occupais de tout. Donc, je me rappelle quand que j'avais reçu un fax en dessous de ma porte d'hôtel, puis ça disait Ah, ton hôtel un nom d'hôtel, il était réservé. Puis là, j'avais paniqué. Puis là, j'ai dit, pourtant, je m'en vais pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais descendu. Elle m'a dit, ah, tu t'appelles Caroline Wozniacki? J'ai dit, non, non, c'est pas moi. Fait que c'est là que j'ai compris. Fait qu'il y a eu plusieurs, tu sais, c'était stressant, mais c'était drôle. Il fallait en rire aussi parce que, comme on parlait, le tennis, c'est tellement, tu vis dans quand même le stress constant, la pression, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, c'était de te permettre de laisser plus aller. Fait que souvent, moi puis Caroline, on était... Mélangé. mixé. Puis jusqu'à aujourd'hui, des fois, les gens, je les vois que ce soit un événement de golf ou une conférence que je fais ou je vais à une école. Ils disent Ah, Caroline. Je dis Non, non, Alexandra. Elle dit Ah oui, mais Très c'est drôle. drôle, il faut en rire. Puis, mais c'est sûr, là, Wozniak, c'est juste 2 lettres. Là. Ouais. Différent. Vous êtes de la même génération ou à peu près, non? C'est à peu près, oui, 2 ans, je pense, de différence. Ouais. OK. Moi, j'ai pensé, écoute, je regardais ta carrière, tout ça, avant de faire l'entrevue, tu sais, pour me rappeler des souvenirs. Je sais pas si tu te rappelles du tournoi à Nassau, aux Bahamas, que tu as joué et que tu as remporté face à Alizé Cornet en finale. Oui. Oh! Et moi, en tout cas, je m'en rappelle parce que Pascal, il choisissait ses tournois où il venait avec moi. Puis il dit, il voit ça, Nassau, Bahamas, ça va être vraiment nice comme semaine. Tu sais, je vais y aller. On arrive là, puis on avait été à un hôtel les 2 premières nuits. Puis là, à partir du dimanche, l'hôtel était payé quand tu étais dans le tableau principal. Fait qu'on change d'hôtel. Puis là, il m'a rappelé Pascal. Il dit, le chauffeur, il nous avait dit, là, vous partez de... From here, and you're going down. Parce que l'hôtel, finalement, était pas top, mais c'est surtout toute l'organisation du tournoi, Séverine, qui était vraiment pas top. Il y a eu une grosse exhibition le dimanche. Il y avait des gros noms qui étaient affichés. Je pense que c'était Navratilova. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles des autres noms, là, des joueuses qui étaient là. Puis il y avait comme personne dans les estrades. On fait « Ah, OK. » Tu sais, il y avait peut-être 50, 75 personnes. Moi, évidemment, non, là, mais je perds les qualifications en simple puis assez tôt en double. Et là, ça commençait à jaser chez les joueurs. Je sais pas si tu te rappelles. Parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer pour les joueurs. Voyons. La rumeur était que le trésorier... Après l'exhibition, il était parti avec tout l'argent. Moi, j'avais mes doutes qu'il avait donné tout l'argent aux vedettes pour venir jouer l'exhibition. En tout cas, peu importe, plus d'argent pour payer les joueuses. Moi, je suis partie peut-être le mardi. Mais toi, tu es resté jusqu'à la toute fin. Une super belle semaine. Tu remportes le tournoi. Je sais pas si j'avais plus d'argent. J'avais de l'argent pour payer mes prochains tournois. Attendez, là. Là, Alex, es-tu en train de nous dire que tu n'as pas eu ta bourse après avoir gagné le tournoi? Le circuit ETF professionnel devait s'en mêler, puis je pense qu'il s'est allé jusqu'en cours. Mais voyons! Comme une compensation, puis j'ai reçu la bourse comme 1 an plus tard. Ouais, puis toi, j'ai au moins reçu parce que c'était quand même plus de 10 000 $. Oui, c'est ça que j'allais dire. Toi, c'était quand même plus important. Là, je pense, en remportant le tournoi, tu étais autour de 12 000, je pense. Mais, tu sais, moi, mes 250 $, c'était pas trop grave. Là. Mais même il devait payer l'hôtel. L'hôtel, il a demandé au courir après les joueuses pour payer la chambre. Ça a été tu sais, j'ai joué pendant 15 ans. Là. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Puis c'était vraiment fou comme semaine. Puis il y en a que c'était important là, d'avoir de l'argent pour pouvoir, comme tu disais, Alexandre, aller au prochain tournoi, payer les dépenses. Puis là, tu te retrouves avec rien. Comment tu avais vécu ça? Toi, ça avait-tu été l'enfer, courir après ton argent ou finalement, tu as laissé ça faire? Pour une des rares fois que j'étais pas stressée, je me suis dit, ça se peut pas, là. Je dis, ça se peut pas, ils vont faire quelque chose, tu sais. C'est comme impossible. J'ai attendu, là, ETF m'ont écrit, puis c'est dit, tu sais, ça va venir. On est en train de voir, faire une enquête de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Mais c'est sûr, là, lui, il a tout payé, les grandes légendes, là, puis il restait plus rien pour les autres joueurs. Fait que... mais ça m'avait un peu moins, comme, je sais pas, sur le coup, je trouvais ça, c'était impossible. Fait que je savais même pas comment réagir.
Ben oui, tu te fais dire, je vais chercher mon chèque. Après, tu Ah, ben, t'en excusez, un on peu n'a sur pas. ta carte là, de payer l'hôtel, là, après l'avion, la nourriture, les cortages, puis tout ça. Mais tu sais, Ouais. je dis après, au moins, quand ils m'ont écrit, là, ça m'a comme un peu rassuré qu'ils vont faire quelque chose. Je Ouais. sais pas quoi, mais Heureusement que l'ITF était là, tu sais, il était comme responsable, même. mais le tournoi en tant que tel, là, ça avait été assez particulier. Je pense pas qu'il y en a eu après à Nassau, aux Bahamas, tellement... Mais je me demande pourquoi, hein, quand même. Les conditions de jeu, il me semble qu'il y avait énormément de vent aussi, là, c'était super difficile de jouer. En tout cas, c'était très. Puis les gens, c'était comme à chaque place où il y a des tournois un peu partout à travers le monde, là, c'est différent. Là-bas, c'était très slow motion. Tout était lent. Ça a pris 3 heures de faire un check-in. Après, il y avait une erreur de chambre. Un Ils an m'ont pour renvoyé recevoir un ton autre chèque. Ouais, tu sais. Puis c'était. Puis chaque tournoi, il y a tout le temps quelque chose, c'est jamais parfait, mais des fois, c'est mieux organisé, mettons, qu'à d'autres places. Tu sais. Et ton plus beau souvenir, justement, l'endroit que tu as aimé le plus aller en tournoi, Alexandra, ça serait lequel? C'est très loin. C'est au bout. C'est l'Australie. Parce que je me sentais un peu plus chez moi. Tu sais, comme les gens sont super chaleureux. Il n'y a pas de neige comme au Canada, là, mais c'est le monde des kangourous. Les gens sont super sympathiques. Fait que tu te sens, on dirait, les tournois en Australie me faisaient sentir un peu moins de stress à cause justement de l'ambiance au terrain, les gens plus relax, détendus. Fait que j'aimais, je me sentais un peu plus près de la maison, même si c'était à l'autre bout du monde, là. À tous les années, pendant plus de 10 ans que j'allais en Australie, tu sais, au moins pendant un mois, là, les juniors aussi. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un des plus beaux pays au monde, là, c'est sûr. Moi Puis aussi, à visiter. Mais oui, c'est ça, c'était le fun à chaque année. Je sais pas, comme tu dis, oui, ils sont plus relax, mais le fait qu'on partait du froid ici au mois de décembre à -20, puis t'arrivais, il faisait super beau au mois de janvier. Tu sais, tous les rêves sont permis aussi en début d'année. On dirait que t'arrives, t'as moins mal d'habitude. Parce que Puis aussi, vous restez plus longtemps parce que le fait que ça soit justement à l'autre bout du monde, c'était un circuit de 3 semaines, 4 semaines. Fait qu'on dirait, je pense, de rester au même endroit. Puis je peux vous confirmer, moi, je suis allée travailler pour la Fédération australienne récemment, en février, pour un mois. Et honnêtement, ça m'a pris 3 mois à m'en remettre quand je suis revenue parce que, justement, comme Alexandra a dit, la culture, les gens, la gentillesse, l'énergie, c'est une énergie complètement différente. Puis quand tu reviens, on dirait que tu frappes un mur, puis il faut que tu te réajustes. Donc, ce que tu décris n'a pas changé. C'est encore comme ça. Oui, puis après, y avait-tu d'autres questions? C'est vrai de moi, Alex, je me rappelle évidemment de toutes tes performances en Fed Cup. Je pense que c'est toi, tu as toujours le record le plus de victoires en Fed Cup pour le Canada. Puis je pense que les gens, ils se rendent pas tout le temps compte, là, comment, il y a quelques années, on s'est promené. La première fois, je pense qu'on était au Brésil ensemble avec Stéphanie Dubois et Mélanie Marois. On était 4 Québécoises sur l'équipe. Tu te rappelles? On s'était qualifiés. Je pense que c'était à Porto Alegre, ça. Exactement, exact. Ouais, Porto Alegre. C'était beau, une belle semaine. On dirait que c'était comme un resort, là, puis c'était plus des vacances que jouer au tennis. On avait quand même tout bien performé, puis c'était la terre battue en plus, dont on n'a pas vraiment grandi sa terre battue. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des moustiques? On avait genre des filets. On s'était fait manger pendant la nuit. Qu'on installe des filets au-dessus de nos lits pour nous protéger. C'était... Je pense Mélanie ou Stéphanie, elle s'avait fait piquer partout. Mélanie, à travers, partout. Plein de picots rouges. Là. Je me rappelle de cette semaine-là. En Uruguay aussi, je me rappelle... contre le Porto Rico. Ah oui, je pense Uruguay, là, toutes mes raquettes, mon cordage, j'avais cassé. Et je me demandais si t'allais t'en rappeler. Point de match. Puis je sais pas si c'est-tu toi qui jouais ou Stéphanie? Non, contre, tu sais, le Castelli, là. Des ballons, là, jusqu'au ciel. Puis ça a duré 4 heures ou 4h30, le match. Puis j'avais cassé, puis je commençais... J'ai plus de raquettes. Je pense que c'était 4-0 au 3e ou 4-3, là. C'était vraiment la fin. Plus de raquettes. Alex? Puis là, qu'est-ce que as-tu pris la raquette de quelqu'un d'autre? Ouais. Ouais, puis c'est sûr, là, ça a comme déréglé, là, puis là, je stressais encore plus. Puis, imagine Sylvain, Winnie, tout le monde capotait. Non, mais parce que... il capotait, il maïssait à la fin.
Parce que point de match. Ben oui, je casse toutes les Puis cordes. là, en plus, sur le point de match, puis t'avais plus de raquettes, on c'était était rendu fini. la là. fin, il n'y avait plus le cordeur en Uruguay. Oublie ça, là, après 8 heures de tennis, il était parti, là, Montevideo était parti. Fait que plus de raquettes pour finir, obligé d'emprunter une raquette, puis on avait perdu la rencontre là-dessus. Ça n'avait pas été une belle soirée, ça. Après, là, on n'était pas de bonne humeur. Non, personne parlait au souper. Puis, tu sais, aussi, la joueuse, c'était toi ou Stéphanie qui jouait aussi, elle avait un point de match, puis on a perdu. Mais je pense que j'ai oublié, fait que ça doit être moi, là, parce que souvent... Des fois, on veut pas s'en rappeler, je sais. Aïe, aïe. Ouais, Mais c'était, quand même. Puis surtout, si tu dis que ça a joué 4 heures, ça devait être moi, là, Ah ouais, avec c'était des ballons. C'était comme 40 degrés, humidité, là, chaud. Fait que ça, Par contre, ton pire moment, à part celui-ci, parce que j'ai comme l'impression que celui-là va être dur à battre, là, de ne plus avoir de raquettes. Ton pire moment, Alexandra, ça serait lequel? Là? Et est-ce que c'est justement dans un contexte de Fed Cup ou c'est dans un tournoi? Celle-là, je pense que c'était le pire à cause que toutes mes raquettes avaient brisé. eh ouais. Puis là, c'était une chance que quelqu'un m'a prêté sa raquette, là. Mais puis en plus, toi, tu mettais Il y a combien? pas de cordeur, puis tout, tu sais. On vient de parler de tension. Je pense que tu étais une des joueuses qui t'en mettais vraiment pas beaucoup de tension dans ta raquette. Tout était dans le fil, non? Tu sentais bien la Oui, balle. puis après ça, c'est devenu le contraire. Après, je serrais trop ma tension pour X raisons, là. Je sais pas, pendant ma carrière. Puis peut-être c'est comme ça aussi, tu sais, les blessures sont survenues, là, à cause que la tension était plus... Tu sais, je voulais que la balle sorte moins aussi. Ouais, je me rappelle, tu parlais Changeant de raquette aussi. des pires moments. C'est vrai, moi, je me rappelle d'un moment vraiment pas drôle avec toi à Québec, hein, quand tu t'es blessée à l'épaule gravement. C'était Oui, tu vois ça, comment je pourrais oublier ça? C'est là que c'est comme ma carrière a commencé à basculer. Puis c'était un super bel été, tu sais, comme 2012, on parle de l'année 2012, les quarts de finale, première québécoise à aller faire quart de finale à Coupe Rogers, tournoi à la maison. Après ça, mon épaule a complètement lâché pendant le réchauffement avec une balle haute sur le coup droit. Ouais, j'étais là. Puis une douleur atroce. Je pouvais plus lever mon épaule. Puis je me rappelle, le directeur du tournoi voulait aller que, genre, je m'excuse là, aux partisans que je peux pas jouer mon match. Moi, j'étais en sanglots. Là, je pleurais, j'avais tellement mal. Je suis comme ça, m'étonnerait que je vais faire ça. J'ai pas dit ça de même, là, mais comme il me voyait, là, puis la physio de la WT essayait de me traiter. Là. À l'échauffement, là. Donc... Là, ça aussi, un gros moment terrible. Oui, parce qu'après, tu as eu plus qu'une opération à l'épaule ou en tout cas, c'est pas mal ça qui. On a essayé d'éviter l'opération, puis fait que la WTA m'avait donné toutes sortes de programmes, différents physios. Après, j'étais revenue à la maison, on a fait le programme A à Z avec André Parent. Vraiment A à Z. Là. Moi, quand je fais quelque chose, c'est 100%, puis tu sais, je suis à la lettre. Et on a essayé de l'éviter un certain temps, cette opération-là, mais après, au service, elle sortait de trop, puis j'étais sur des anti-inflammatoires, là, des cachets de Voltaren, puis tout ça. Puis après, il fallait que je me fasse opérer en septembre 2014, je pense que c'était. Puis ça a pris à peu près 1 an. J'ai recommencé à frapper des balles. Là, tu refais une récupération, tout ça. J'avais gagné, 2 tournois quand même après ça. Oklahoma puis Gatineau, tout ça. Puis 1 an après, j'ai eu une nouvelle blessure au genou qui traînait. Je pouvais pas comme 100% m'entraîner, là, faire toutes les heures sur le terrain puis de performer à 100%. Puis après ça, j'ai eu des injections de cortisone. Là, le médecin me dit, ben là, on peut pas tout le temps faire des injections de cortisone. Le ligament va éventuellement lâcher parce que le tennis, c'est des arrêts brusques aussi. Fait que j'étais vraiment forcée, là, comme à prendre ma retraite que je voulais pas. Mais on dirait que quand je l'avais pris aussi, cette retraite-là, c'est comme si, j'étais comme prête à un nouveau chapitre dans ma vie, là. Mais c'était super difficile de prendre la décision puis de dire, wow, décembre 2018, c'est la fin, là, tu sais. C'est sûr. Une petite grande passion puis tout, là. Oui, tu sais, quand on parlait, c'est pour revenir au point tout à l'heure, là, de prendre les plaisirs puis les petits bonheurs quand ils passent, quand tu es sur le circuit. Tu sais jamais quand ça va se terminer, comme c'est arrivé pour toi à cause des blessures. Puis c'est très... Tu sais, ça peut être long, une carrière, mais beaucoup de moments de doute aussi, comme ça a été pour toi. Tu sais, je sais que... quand tu as une blessure, mais tu espères tout le temps revenir, puis c'est beaucoup d'efforts, mais tu es tout le temps dans le questionnement, puis c'est des moments qui sont pas... Il n'y a rien de garanti, en fait. Tu sais, quand tu commences sur le circuit, je suis persuadée, tu étais comme, hey, je vais jouer longtemps, tu vois ça tout en couleur, puis au final, c'est loin d'être comme un long fleuve tranquille, là, comme on dit. Donc, oui, puis tu es dans de la douleur. Hein? À un moment donné, tu veux combattre la douleur parce que, comme Alexandra, elle dit, ben, mentalement, tu n'es pas prêt à arrêter, tu n'es pas prêt à vraiment aller à
je prends ma retraite. Donc, tu vas au bout. Puis, je pense qu'on le fait comme athlète parce qu'on veut pas avoir de regrets non plus. Puis, ben, des fois, ben, ce que ça fait, c'est que tu souffres. Malheureusement, on a les regrets après que des fois, quand tu regardes avec du recul, c'est Ah, j'ai pas assez savouré le moment. Je savais pas comment réagir ou comment gérer ci ou tu t'isoles. Parce que ça va tellement vite, là. C'est un tournoi après l'autre, tu sais, de janvier à novembre. Puis quand c'est pas un match, là, tu t'en vas, tu retournes sur le train, tu t'entraînes. Fait que c'est comme t'as pas le temps de savourer les petites victoires ou les petites belles choses, là. Tu sais, ça devient après un stress aussi de persévérer, passer, trouver une solution à tes problèmes, tout ça. Puis on ne savoure pas assez tout ce beau chemin-là. Ouais, c'est justement ce que j'allais te demander, Alex, pour terminer. Tu sais, parce que tu disais tout le temps, on arrive sur le circuit, puis on apprend beaucoup, puis en même temps qu'on arrive sur le circuit, tu sais, on apprend de nos erreurs. S'il y avait un conseil que tu avais à donner, que tu as appris peut-être plus tard, ou quand tu regardes en arrière, quand tu vois les jeunes que tu enseignes, c'est quoi un des trucs que tu as appris que tu mets en priorité pour les jeunes que tu entraînes? De ne pas avoir peur, ou si tu as peur, d'affronter tes peurs, mais plus comme moi, c'était de ne pas avoir peur de prendre du temps de repos pour récupérer. Parce que tu vois tous les autres athlètes te dépasser aussi, tellement que c'est une grosse compétition, tu sais, c'est un gros sport individuel. Oui, j'étais 21e au monde, mais il y avait 1400 joueurs au total. Puis c'est comme si tu prends un temps de repos ou un congé, tu sens que l'autre va. Ah non, tu sais, pas que tu le mérites pas, mais tu peur de rattraper le temps puis les points, parce que c'était les points les plus précieux. Tu voulais pas perdre ton classement. Puis j'étais tout le temps en train de me surpasser, tout ça. Fait que je pense que c'était avec du recul, surtout, c'était de prendre plus du temps à comme prendre la récupération pour que ton corps soit plus fort, revienne plus fort, et tu sais, de pouvoir peut-être éviter plus de blessures. Oui, je pense que c'est un excellent conseil. Encore maintenant, hein, pour les tops, la saison, elle continue là, super intense jusqu'au mois de novembre. Puis on le voit plusieurs qui commencent à en parler. Swiatek, Alcaraz, qui trouvent ça super dur parce que la saison est trop longue. Puis comme tu disais, c'est dur de faire le choix de dire, OK, moi, je vais pas jouer cette semaine-là, je laisse de côté la possibilité d'aller chercher des points au classement. Financièrement aussi, au tennis, quand tu joues pas, tu gagnes pas d'argent quand tu es à l'entraînement. Fait qu'il y a toujours comme cette pression-là d'aller en tournoi. Donc, je pense que ça reste vraiment un super bon conseil. Oui, puis tu sais, des fois, il y a des contrats qu'eux, ils veulent voir participer à certains tournois aussi. Fait que cette pression-là aussi, oui, de l'agent qui veut faire plus d'argent puis te mettre plus de visibilité, tout ça. Puis il y a les contrats que tu signes aussi que comme il faut absolument que tu sois à ce tournoi-là. Fait que tu peux pas prendre du repos puis skipper le tournoi. Fait qu'il y a comme tout ce côté-là aussi. Puis je veux revenir à ce qu'Alexandra disait qui est hyper important parce que ça a été, et c'est encore mes valeurs aujourd'hui, c'est profiter du moment. Puis de ne pas voir le plaisir comme étant quelque chose de négatif. Et on est capable, puis on le voit, hein, puis honnêtement, les réseaux sociaux, des fois, ils ont leur bon et leur moins bon côté, mais le bon côté, c'est qu'on le voit de plus en plus, des joueurs, des joueuses qui ont du plaisir en tournée. Même maintenant, il y a plus de tournois qui sont combinés hommes-femmes. Tu les vois avoir du plaisir entre eux, tu les vois avoir du plaisir au restaurant. Ils profitent beaucoup plus du moment. Et je pense que ça, c'est un beau message aussi à donner, qu'on soit jeune, qu'on soit professionnel. Tu le vois toi aussi, Alexandra, avec ton académie. Je pense que ça fait la différence au niveau de leur état d'esprit. Puis quand ils compétitionnent, ils sont plus reposés mentalement, physiquement, mais ils profitent du moment. Puis, dans mon temps, mettons, j'en profitais pas vraiment, là. Fait que c'est le fun de voir que ça a changé, mais que ça évolue, puis qu'on peut avoir un bon temps, puis performer aussi super bien la journée d'après, tu sais, ou prendre un verre de vin, comme Marie-Ève a dit, puis le lendemain, on est bien pareil, là, c'est rien de mal. Là, moi, j'ai été chanceuse. Tout, la vie continue, là, on est humains, puis, tu sais, mais tout le monde nous voit comme des fois aussi des robots. Fait que maintenant, Alexandra, si on enseigne une à côté de l'autre, puis tu vas me voir avoir du fun, puis toi, tu vas avoir du fun, tu vas dire « Ah! » C'est ça. On est normal. Exact, c'est ça que je veux. Oui, mais écoute, Alexandra, premièrement, c'est un bonheur de te voir. Tu as l'air bien.
tu as l'air souriante, tu es dans quelque chose que tu adores. J'ai hâte de voir si ta deuxième passion on en parlait, hein, le fashion, c'est quelque chose que tu aimes. Te connaissant, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se tramer là, par rapport à ça. Comme tu disais, quand tu donnes quelque chose à 100%, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être te revoir et tu vas nous présenter quelque chose et un nouveau projet. Tu sais que tu es la bienvenue n'importe quand. Merci beaucoup. Oui, j'adore toujours les nouveaux projets, ça, c'est certain. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment le fun de te parler, puis on se recroise très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation, puis continuez votre bon travail. Je vous écoute à la télé. Merci, Alexandra, puis bonne chance avec ton académie. Puis, tu sais quoi, je pense en tout cas, de mon côté, je me promets d'aller te visiter l'été prochain. Tu es la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. Super. Merci, Alex. À bientôt. Ah, tellement le fun de l'avoir sourire comme ça. Puis, c'est intéressant parce que on s'est côtoyés quand on était joueuse. Puis, comme je le disais, Alexandra était vraiment... pas qu'elle s'isolait, mais elle faisait vraiment ses affaires professionnelles, son approche. Puis je pense que c'est sûrement une des raisons aussi pourquoi elle a réussi à aussi bien performer. Puis de la retrouver maintenant, les deux, avec un peu plus de perspective, de se raconter des histoires, c'est toujours le fun. Oui, bien, c'est le fun d'entendre les histoires de un et de montrer que, hein, elle le dit, hein, vous êtes humaine avant d'être des athlètes. Puis moi, je suis contente de l'entendre avec une réflexion qu'elle a fait maintenant en tant que maman, en tant que propriétaire d'académie, de se dire, j'ai eu une façon de faire, ça a fonctionné, ça a été bien. Par contre, avec le recul, d'avoir le courage, parce que c'est courageux, hein, de dire, mais j'aurais pu faire les choses peut-être un peu différemment. Et ça aurait été dans le plaisir. Et c'est pour ça que souvent, on l'entend, hein, les passionnés, puis elle le dit, moi, mes jeunes, je veux qu'il y ait du fun, et on veut ramener souvent quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait ou manqué, et elle envoie un beau message. Au bout de tout ça, peu importe le niveau que tu vas aller chercher, profitez-en, profitez du moment, et le message était quand même assez clair de son côté. Oui, vraiment. Donc, excellent. Séverine, je regarde mes petites feuilles. On est rendu au coin de l'entraîneur. Ça va être un nouveau segment qu'on va avoir aussi dans les prochains épisodes. Donc, on voulait commencer à vous en parler. Oui. Alors, coin de l'entraîneur. Vous le savez, Marie-Ève et moi, on est entraîneurs. Pour Marie-Ève, c'était évidemment une profession après avoir été joueuse. De mon côté, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. Et souvent, mais les gens nous posent des questions. Puis le but du podcast, on le dit depuis le début, c'est de vous aider, vous à la maison, au niveau de tout ce qui entoure le sport, ce qui entoure le tennis. Et on veut vous en donner un peu plus. Alors, dans ce segment-là... On va se laisser aller, là. On va se laisser aller. On va vous montrer des vidéos. On va parler de développement technique. On va recevoir des entraîneurs aussi, d'avoir des échanges sur peut-être des visions, des philosophies. Donc, c'est un segment qui va vraiment être important pour nous et qu'on a bien hâte de vous présenter dans le prochain épisode. Oui, puis même, moi, je voulais donner qu'on parle aussi, là, justement, quand il y a des jeunes qui veulent commencer à jouer, quoi faire comme exercice. Donc, aller un petit peu plus dans le précis pour vous aider à apprécier, aimer notre sport, le tennis. Donc, voilà, ça va être un segment à surveiller dans les prochains épisodes. Et pour terminer, on a le segment Stats, Séverine. Oui, segment Stats qui s'en vient sous peu. Alors, le coin des stats, présenté par Bet365, qui vous rappelle que ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Excellent. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a comme tableau, c'est la route vers les finales de la WTA. On a 2 joueuses qui sont déjà qualifiées, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka. Par la suite, ça risque de bouger pas mal. Rybakina, je pense que sa saison est terminée. Paolini, qui a tellement bien joué, finaliste à Roland-Garros et Wimbledon en 4e position. D'après moi, elle devrait se qualifier également. Pegula, qui a fait une finale au US Open. Goff, ça se complique quand même. À la 6e place, elle n'a pas vraiment défendu ses points cet été et au US Open. Donc, il reste toute la saison en Asie, surtout notamment pour aller chercher des points importants. Des fois, on ne se rend pas compte. On pense à Indian Wells, Miami, les plus gros tournois, Rome. Mais en fin d'année, il y a aussi Beijing et des gros points à aller chercher pour les joueuses.
pour essayer d'être dans le top 8. Oui, comme tu le dis, bien évidemment, on vous a montré un classement. C'est le classement des points pour faire partie du tournoi final. Marie-Ève, c'est bien les top 8, je pense, qui participent. Alors, on vous a quand même donné le classement des top 10. Et bien, il y a des points qui s'accumulent et à partir de là, bien, les top 8 vont se rendre. Et tu parles du 3 semaines en Asie. Là, il y a une grosse stretch de tournoi qui se fait, mais il y a certaines joueuses qui ne sont pas là. Donc, ça va influencer, je pense, justement, la participation pour la fin de l'année. Aussi, une des raisons pour des joueuses comme Garcia qui décident d'arrêter la saison à partir de maintenant, de se préparer pour la prochaine saison de 2025, bien sûrement qu'elle a vu aussi que, bon, elle n'est pas en Asie et qu'il n'y a peut-être pas de possibilité de se rendre non plus. Exact. Alors, la décision à ce niveau-là est pas si mal. Mais on a la même chose aussi du côté des hommes. C'est le Masters du côté de Turin. Puis de ce côté-ci, il y en a 3 qui sont qualifiés. Exactement. Yannick Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz. Pour le reste, il reste des places à déterminer. Est-ce que Djokovic va faire l'effort pour aller se placer dans le top 8? Ça reste à voir. Alex de Minaur qui a été blessé un petit peu dernièrement aussi. Donc, André Rublev, Casper Ruud, Taylor Fritz, Daniil Medvedev qui vont se battre. Il y a Grigor Dimitrov aussi à la 10e place. Donc, pas mal de points à aller chercher dans les prochaines semaines. Ça risque de bouger. Et c'est dans ces semaines-là où je pense qu'on pousse vraiment beaucoup la machine, que ce soit du côté féminin ou masculin, pour aller faire partie du top 8, pour aller chercher le premier rang mondial, parce que Swiatek va peut-être le perdre. Elle a décidé de faire l'impasse sur Beijing. Donc, moi, c'est le moment dans la saison où je trouve que il y a des choix importants à faire, des fois de choisir en premier, puis pas nécessairement pour le classement. Oui, puis des fois, on a des choix à faire avec aussi dans quel état mental et physique on est. Et c'est une des raisons, j'ai comme l'impression que Djokovic, pour moi, je ne pense pas que c'est une priorité pour lui d'aller au Masters. On sait que c'est un grand compétiteur. Tant mieux s'il se qualifie, mais il y a tellement eu... on en a parlé beaucoup, mais les Olympiques, là, cette année, là, c'était gros pour beaucoup de monde, autant au niveau de la cédule, autant au niveau des changements de surface. Et j'ai comme l'impression que Djokovic avait vraiment donné beaucoup dans cet événement-là et ça va peut-être, faire en sorte qu'il ne sera pas du Masters. Et à savoir si c'est un objectif pour lui ou pas, bien, on va le voir pour la suite. Oui, et puis, d'accord, merci. Séverine, toujours le fun à suivre quand même, au moins pour la fin d'année, savoir lesquels vont être capables de se démarquer pour aller chercher les dernières places. Est-ce qu'on a assez de temps pour parler de la deuxième balle, l'importance de la deuxième balle, Séverine, aujourd'hui? Il faut qu'on en parle. On va vous montrer... Avant de parler de la deuxième balle, Marie-Ève a vraiment mis en place quelque chose de super intéressant, une bonne réflexion. On va vous montrer 2 tableaux. Si vous allez sur le site de la WTA, on voit le premier tableau qui est justement les statistiques. Et regardez dans les statistiques, vous avez accès à de l'information importante. Combien d'as, combien de double fautes, combien de pourcentage de première balle, combien de pourcentage de points sur la première balle ont été joués, pourcentage de deuxième, et voyez, ça varie, il y a beaucoup de changements. Et au niveau des statistiques aussi, combien de fois de pourcentage on gagne notre service aussi, nos parties au service. Et on a la même chose du côté de l'ATP. On a aussi la même formule et ça, vous pouvez avoir les statistiques en service et les statistiques en retour. Nous, on a sélectionné les tableaux pour le service et quand on regarde les statistiques, on le sait, les statistiques peuvent dire beaucoup de choses. Souvent, on les prend pour valider des points. Comme entraîneur, on va parler de l'importance du service, du retour. Mais il y a des choses qui ressortent sur la deuxième balle de service, Marie-Ève, et tu aimerais en discuter aujourd'hui. Oui, parce qu'on a tous accès aux statistiques, mais je pense qu'on les utilise mal, des fois. Oui, je suis d'accord. C'est aussi simple que ça, parce que par rapport à la manière qu'on s'entraîne par la suite aussi, les jeunes, dans le top du top 100, là, dans même top 20, top 30, on peut aller voir, la première balle, quand quelqu'un sert très bien, très fort, c'est presque injouable. Le serveur va gagner 85% des points lorsque sa première balle est en jeu ou en tout cas, les chances... Donc, quand on s'entraîne et qu'on passe tellement de temps à retourner des premières balles, je trouve que c'est pas nécessairement bien utiliser son temps d'entraînement. Par contre, après, en deuxième balle, ça fait toute la différence. C'est là que tu as ta carte à jouer sur la deuxième balle de ton adversaire, parce que là,
tu as plus de chances de pouvoir remettre premièrement la balle en jeu, mais peut-être même d'attaquer si tu te sens à l'aise pour être à l'intérieur du terrain. Donc, c'est vraiment là que je pense qu'on devrait passer plus de temps, de la qualité de tes retours de deuxième balle, mais de ta deuxième balle également. Parce que dans les statistiques qu'on a montrées, je vais juste voir Iga Swiatek, c'est elle qui remporte le plus de points en deuxième balle, 55,8 %, alors que Sinner, lui, est à 57 %. Et c'est pas pour rien. Si tu remportes plus de points sur tes deuxièmes balles que tes adversaires, souvent, tu vas aller gagner le match. Puis ça fait vraiment chaque demi-pourcentage de points gagnés sur ta deuxième balle ou en retour de deuxième balle que tu es capable d'aller chercher. C'est des points directs au classement, là. C'est là où tu peux vraiment avoir un impact, surtout si tu mets de la pression en retour de deuxième. Qu'est-ce que ton adversaire va faire? Il va enlever un peu de qualité de sa première balle pour s'assurer de la mettre en jeu, augmenter son pourcentage. Donc, ça devient plus facile pour toi et ça peut aller loin. Donc, moi, mon conseil du jour, avec les statistiques, entraînez vos deuxièmes balles et vos retours de deuxième balle. Voilà. Oui, bien, je suis tellement d'accord avec toi. Puis aussi, ce que tu dis, ce que tu mentionnes qui est super important, c'est il reste qu'avoir une bonne première balle, c'est un outil incroyable. Ce point gratuit qu'on peut aller chercher est important. Mais à ton point, lorsque tu t'entraînes, si tu t'entraînes à recevoir des premières balles où tu as peut-être seulement 5-10 % de chance de remporter le point, bien, on ne s'entraîne pas sur la bonne chose. Mm-hmm. Et c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup les pourcentages de la deuxième balle de service, non seulement sur l'efficacité, mais sur la constance de la deuxième balle. Ça descend à 30-20 % des fois. Mais même en retour de service, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent l'avantage de ces deuxièmes balles-là. Alors, il faut vraiment qu'en entraînement, là, cette partie-là du jeu, effectivement, on doit passer plus de temps. Et combien de fois, même moi, je me fais prendre, je le vois quand je fais le tour des clubs, il reste 5 minutes, vite, on va pratiquer les services, mais ça veut dire qu'on n'a pas pratiqué les retours non plus. Alors, très important de le faire. Très bon point, Marie-Ève. Et dans le coin des statistiques, là, vous allez voir, c'est un petit peu ce qu'on veut amener. C'est vous amener à lire, à voir les statistiques vraiment avec un coup d'œil différent que juste les chiffres eux-mêmes. Exactement. Bon, mais je pense que c'est ce qui met fin à notre épisode aujourd'hui. Séverine? Ben oui, ben écoutez, quand même beaucoup de choses, de belles discussions, belles conversations. On le dit toujours, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube. Il faut que je prenne l'habitude de dire X et non Twitter. Mm-hmm. Alors, allez sur X aussi, sur Facebook, allez aimer nos pages et vous allez voir, on va passer de l'information. Abonnez-vous surtout à YouTube parce que vous allez être capable de recevoir les épisodes qui seront mis. Et bon, on oublie de le mentionner, mais on est aussi sur Spotify, sur Apple. Vous pouvez nous écouter dans la voiture, dans le trafic ou quand vous partez au chalet, il n'y a pas de problème. Donc, suivez-nous et puis posez-nous des questions. Proposez-nous des nouveaux drinks. Hein, je pense que, bon, ça n'a pas été un succès pour moi aujourd'hui. Bon point. Et on risque d'avoir des bons invités dans les prochains épisodes, donc soyez des nôtres. On va aller parler de gens passionnés qui adorent le tennis, bien évidemment. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, encore toujours le fun de vous entendre et d'échanger la balle avec vous. Oui, et posez vos questions. N'hésitez pas, on est là, on va vous lire et même des commentaires que vous avez sur les épisodes que vous avez écoutés. Alors, Marie-Ève, merci. J'ai bien hâte à la prochain mois de tennis. Il y a plein de choses qui vont se passer, puis on s'en va vers les Masters, autant du côté féminin que masculin. Alors, ça va être intéressant d'en discuter avec toi à nouveau. Oui, merci à toi, Séverine, et merci à vous d'avoir été avec nous. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.